Donc, je suis le journaliste qui va animer ces 2 jours et les débats qu'on aura ici en plénière. Merci d'être présent ici. Merci d'être présents aussi nombreux. Alors, l'année dernière, en quelques mots d'introduction, l'année dernière, la convention, c'était vraiment l'année des défis. On l'avait vu, c'était le face-à-face avec cette inflation galopante. C'était la mise en œuvre annoncée de l'UPH. Cette année, cette convention, c'est celle des avancées. Les avancées, ce sont bien évidemment les négociations de l'avenant 11 avec les aides débloquées, les avancées des premiers mois de mise en place de l'UPH. Les avancées sont là, mais les défis restent. Les défis, évidemment, ils sont là avec cette inflation toujours galopante, avec cette attractivité qui pèse chaque année un peu plus sur votre activité, puis avec la transition, on va en parler, énergétique et écologique, qui se fait de plus en plus pressante. Tout l'enjeu, il va être, on va le voir pendant ces 2 jours, de capitaliser sur ces avancées pour anticiper les transformations nécessaires. Avec quel levier conduire une telle transformation? Comment les cadres contractuels qui sont négociés pour l'avenant, qui sont aussi existants sur l'UPH, permettent justement de transformer vos modèles d'affaires, d'anticiper tous ces défis-là. On va en parler ensemble aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, pour voir un peu comment les défis de l'attractivité, les défis de l'évolution de l'activité et puis aussi de la transition écologique, eh bien, ils peuvent être opérés dans votre secteur, comment on peut trouver justement des leviers pour agir à l'échelle de chacune de vos structures et de vos territoires. Et puis demain, en se plaçant sur un temps un peu plus long, un plus long terme, pour voir comment peuvent évoluer justement vos professions avec de nouveaux champs de compétences, avec de nouveaux domaines d'actes et de nouveaux cadres d'accompagnement. Pour cela, on va en parler avec nos invités, on va en parler beaucoup avec vos témoignages, avec vos réactions, avec vos interpellations. On va vraiment prendre des temps dédiés pour cela au fil de nos échanges. Et on va tout de suite commencer avec une première séquence pour partager ce matin avec les invités présents sur scène et avec vous dans la salle les 2 grands dossiers du moment. Vous le savez, l'avenant 11 et l'UPH. L'avenant 11 qui ouvre de nouveaux champs d'action pour la profession. L'UPH, c'est la mise en œuvre depuis quelques mois qui vous met au cœur des missions d'urgence avec, pour l'avenant 11, des avancées, avec aussi des défis, avec pour l'UPH, on le sait aussi, une mise en œuvre dont l'accompagnement reste à affiner. Alors, quelles avancées, quel point de vigilance, quelle feuille de route, surtout pour les mois à venir sur ces 2 dossiers clés? On va en parler ensemble tout de suite avec nos invités, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement et matinalement, mais donc très chaleureusement. Avec nous, nous avons Vincent Juteau, Maurice Wolf, Jean-Luc Bellaval, nous avons Thibaut Zaccarini qui est avec nous aussi et Christian qui est avec nous aussi, Mentazo. Alors, cet avenant 11, on va le voir, il ouvre de nouvelles perspectives fortes pour la profession. Mais avant de détailler les avancées qu'il pose, je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour évoquer la genèse de ce texte, l'évoquer avec vous, Vincent Juteau avec vous, Maurice Wolf, parce que donc Vincent Juteau, président délégué de la CNSA, Maurice Wolf de la FNMS, j'ai oublié de vous présenter, Jean-Luc, vice-président de la FNMS, Christian, vice-président de la CNSA, et Thibaut Zaccarini, responsable du département des professionnels de santé à la CNAM. Merci d'être présent avec vous. On vous retrouvera d'ailleurs aussi demain. Vous restez avec nous tout du long de cette convention. Je le disais, avant de regarder les résultats et les avancées un peu de cet avenant 11, je voudrais qu'on reprenne un peu la genèse. Et c'est important parce que finalement, quand on regarde de l'extérieur, pour moi qui suis un observateur extérieur de ces avancées-là, avant l'avenant 11, il y avait l'avenant 10. Jusque-là, tout va bien. L'avenant 10, il avait été négocié pour actualiser un peu le cadre qui datait, si je ne me trompe pas, de 2015. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps, l'avenant 10. Et là, paf, on est directement déjà à l'avenant 11. Pourquoi, Vincent et Maurice, il a fallu réagir aussi vite et avoir un nouvel avenant aussi rapidement? Micro là pour vous et Vincent, oui, micro aussi. Je vous laisse. Il n'y a pas de micro? Est-ce qu'on peut... Voilà, on va passer le micro. On y va? Ouais. Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, tu poses une question qui est importante, effectivement, quand on signe l'avenant 10, mars 2021, tu as raison de le dire, c'était un avenant de rattrapage, parce que pendant de nombreuses années, pas de tarifs supplémentaires, et je n'ai pas besoin de le dire à tous nos amis qui sont dans la salle, bien évidemment, nos entreprises évoluent, et les coûts, notamment dans les entreprises, évoluent.
2020, 2021, 2022, on vit tous, mais l'économie française et finalement le monde vit une période très particulière où finalement tout à coup arrive de l'inflation, beaucoup d'inflation qui, dans nos boutiques, se répercute notamment sur le gasoil, les voitures et les salaires. Je reprends toujours cette phrase. Vincent et moi sommes jeunes. On n'a pas connu des périodes d'inflation, lui et moi, depuis qu'on bosse. C'est des choses qu'on ne connaît pas. Des inflations à 2 chiffres, ou en tout cas, ça tangentait les 2 chiffres, on n'a jamais connu ça. Et quand il s'est passé tous les événements malheureux qui malheureusement continuent aujourd'hui, la répercussion immédiate, c'est tout à coup de l'inflation. Et cette inflation, ça veut dire, et c'est légitime aussi, que nos équipes cherchent aussi du pouvoir d'achat supplémentaire parce que ce pouvoir d'achat, il est rogné. Et donc, ça veut dire que dans cette période-là qui est très particulière, il faut aller très très vite. Et d'ailleurs, je salue les équipes de Thibaut parce que c'est là où on voit bien, et Thierry et Dominique l'ont dit, qu'on est vraiment dans une période où les partenaires responsables que nous sommes les uns et les autres, ils ont su agir vite. Parce que derrière l'avenant 10 de mars 2021, il y a certes eu l'avenant 11, tu en parles, mais il y a eu aussi des périodes où il a fallu aller très très vite. Et notamment, c'est ces FIR qu'on a dû obtenir à la fois quand on était dans cette période Covid, et ça s'est traduit dans la profession par des enjeux de DIPA. Et là, c'est simplement des acteurs qui sont allés très très vite pour voir qu'effectivement, dans cette période Covid, il fallait absolument trouver un amortisseur parce qu'on se demandait tous si le lendemain, on allait encore être là. Et puis, quand cette période d'inflation s'est accélérée, il a fallu aussi aller très, très vite parce que tout à coup, nos salaires ont explosé et il a fallu signer en 2022 et encore en 2023 aujourd'hui des accords sociaux qui, avec la période d'inflation, sont aujourd'hui presque dépassés. Parce que je rappelle juste un chiffre, on en parlait avec Marc il y a quelques jours, l'inflation qui est attendue, là, elle devrait se calmer, mais elle est encore là. Et on attend même des hausses de SMIC pour l'année passée. Donc ça veut dire que pour l'année prochaine, pardon. Ça veut dire que tu as raison. On est rentré depuis quelques années dans une période très particulière avec de la forte inflation où finalement on est obligé, en plus des enjeux que nos présidents ont cités, environnementaux, sociaux, sur le plan économique, d'être très agile et très rapide. Et je pense que cet avenant 11, qui est une vraie signature entre des partenaires responsables, répond à ces enjeux-là. Alors après, il y a des défis aussi, mais il a fallu aller très très vite parce qu'on est rentré dans un contexte qui était vraiment différent, avec des entreprises qui tout à coup se sont retrouvées percutées par cette période d'inflation que beaucoup d'entre nous n'ont jamais connue. Vincent, un mot de complément ? Oui, un mot de complément. Bonjour à toutes et à tous. On oublie souvent de le rappeler, mais dans notre métier, il y a un payeur, c'est l'assurance maladie. Quand l'inflation, comme vient de le démontrer, et tout le monde en est conscient puisqu'on l'a tous vécu, quand l'inflation augmente à ce point où nos tarifications ne peuvent pas évoluer parce qu'elles sont signées conventionnellement, qu'il y a un délai légal d'application, forcément, on voit un mur qui s'avance vers nous. Et on peut dire que cette négociation qui a eu lieu, la période officielle de négociation a été très très courte, puisqu'on est 31 janvier, la première réunion, puisqu'il y avait un engagement du directeur de la CNAM sur une réunion en janvier. Donc 31 janvier, première réunion, 13 avril, signature. Il fallait aller vite. On avait besoin de ce souffle dans nos entreprises. Les trésoreries étaient au plus bas. Maurice l'a rappelé, entre les négociations sociales qui devaient aboutir, puisque le SMIC rattrapait nos DEA, mais aussi, Régis vous en avez parlé, sur l'attractivité du métier, on est obligé quand même d'augmenter nos salaires, sinon on n'aura plus personne demain dans nos ambulances. Donc il est évident que dans ce contexte difficile, la négociation rapide qui a eu lieu, on peut dire qu'elle a eu lieu sereinement, avec une vraie compréhension de la CNAM sur les besoins. On peut toujours aller plus loin, on peut toujours aller mieux, on peut toujours faire mieux. Il n'empêche que cet avenant 11, il est signé, il arrive, on en reparlera tout à l'heure. Je rajouterai juste quand même, dans cet engagement d'avenant 11, on a voulu aussi y associer tout ce qu'on avait déjà commencé à écrire dans notre livre blanc il y a quelques mois, voire 1 ou 2 ans, notamment sur la probité des ambulanciers et sur cette notion de transparence dans notre facturation, dans notre communication avec notre payeur, mais qui est aussi notre partenaire, qui est la CNAM.
Oui, c'est assez important parce qu'on va le voir aussi, dans cette genèse, il y a le contexte et puis il y a la mise en forme aussi d'une approche de négociation un peu nouvelle. Et Vincent le dit, nourrit aussi des propositions qu'il y avait dans le livre blanc déjà, mais aussi, pour le dire franchement, vous n'êtes pas les seuls à être allés au-devant de la clame en disant au secours, j'imagine. Dans quel état d'esprit, Maurice, et avec quels arguments vous êtes arrivés pour essayer d'instaurer ce climat de confiance qui a débouché sur cet avenant 11? Le climat, j'ai envie de dire qu'il était caractérisé par deux choses. Et ces deux choses viennent du fait que quand on a commencé, tu te souviens certainement, Vincent, le ministre de l'époque, M. Braun, nous disait, je me rappelle encore de la phrase, « Messieurs les ambulanciers, je vais vous dire une chose, comme je l'ai dit d'ailleurs à toutes les professions, bien évidemment, je comprends le contexte économique, mais rappelez-vous, il y a des droits et des devoirs. » Et donc, ça veut dire qu'il était déjà en train de dire, et ce que je comprends, il y a une signature, mais cette signature, elle sera entre acteurs responsables. Et donc, quand on rentre dans cette négociation, il y a deux choses qui sont importantes pour nous. D'abord, il y a un exercice de transparence qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut absolument démontrer aux équipes de Thibault qu'effectivement, l'inflation est venue nous percuter comme ça, et que ça représente ça, et qu'on n'a pas peur de dire... Il faut mettre les chiffres, quoi. Il faut mettre les chiffres. Et je vais même plus loin que ça, c'est mettre les chiffres et dire on a fait des hypothèses. Parce que n'oubliez pas qu'on est dans ce contexte d'inflation et personne autour de la table est capable de dire ce que va devenir les salaires, le gasoil, les voitures. On parle de pénurie, on parle beaucoup de choses. Et donc, on prend des hypothèses. Et on dit, on fait l'hypothèse, Thibault, que les salaires vont aller comme ça. Et donc, percussion en 2022, c'est tant, 2023, c'est tant, 2024, etc. On fait l'hypothèse que... Donc, il y a un vrai exercice de transparence qui est fait où on donne les chiffres, on donne nos comptes. Et je me rappelle d'ailleurs la réflexion de Thomas Fatome et de Thibault. Ils nous disent, bon, écoutez, ok, vous mettez en avant que vos coûts sont percutés à hauteur de 10 points. C'était ça les premières années, et c'est ça. Et finalement, il n'y a pas eu tant de discussion sur la transparence des chiffres parce que c'était ouvert. Et donc, Thibault aurait pu tout à fait dire, mais attendez, vous dites que le gasoil va aller à plus de 2 €. Non, en réalité, il n'y a pas eu de discussion là-dessus parce que les chiffres étaient là, ils étaient partagés par les deux fédérations, et donc finalement, il n'y a pas de chose. Donc la première chose, c'est cet exercice de transparence. Et après, la deuxième chose qui a caractérisé cette négo et le démarrage, c'est qu'assez rapidement, l'assurance maladie nous a dit, ouais, effectivement, quand je mets ce pourcentage sur la dépense transport, les chiffres qui apparaissent sont des chiffres qui sont quand même importants. Et finalement, nous sommes tous autour de la table à avoir signé beaucoup d'avenants tarifaires. On n'a pas forcément signé des avenants tarifaires avec une telle enveloppe économique. Et donc, face à ça, et c'est là où il y a, j'ai envie de dire, ce nouvel acte de responsabilité des acteurs, des partenaires, c'est de dire, bon, c'est le fameux chiffre des 300 millions, parce que quand vous appliquez 10% sur la dépense, c'est quand même ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut les trouver. Et en face, il faut aussi trouver des mesures d'efficience. Et Vincent a raison de dire que c'est là où les fédérations ont su aller chercher dans à la fois l'expérience, le travail qui a été fait depuis plusieurs années, en disant qu'est-ce qui est possible de mettre sur la table en termes de mesures d'efficience pour qu'effectivement l'accord soit une signature et un accord de responsabilité. Et c'est comme ça qu'effectivement, on a appuyé notamment sur les enjeux de transport partagé, sur les enjeux de transparence en termes de facturation. Et c'est comme ça, parce que c'est une première, que finalement, les deux tarifs sont nés. Et dans la profession, on a l'habitude de dire tarif certifié, tarif non certifié. Donc, à ta question, quand on rentre dans cette négo, elle est caractérisée par deux choses, transparence. Et après, rapidement, on comprend qu'il faut aller sur des actes de responsabilité et d'engagement. Avec une dimension assez inédite aussi, et encore avant d'aller dans les résultats, c'est important de le dire, des sujets sur lesquels on peut aller sur de l'efficience, sur de la transformation, mais aussi un agenda que vous avez pensé. Parce qu'il y a ce qui sort, et on va le voir, puis derrière, il y a des groupes de travail qui continuent à travailler sur d'autres sujets, puis derrière, il y a des temps de revoyure qui sont prévus. Vous êtes sur un terme qui est assez différent des autres avenants généralement. Vincent, comment vous l'avez pensé ces groupes de... Pourquoi continuer à faire des groupes de travail? Je veux dire, soit le truc il est fait, soit il n'est pas fait, entre guillemets, on a tendance à se dire. Et puis c'est quoi ce temps de revoyure? Est-ce que du coup on remet tout à plat et on redescend, on démonétise ce qu'on a acquis en fait? On avait un réel besoin, on l'a dit tout à l'heure, d'aller vite. C'est ce qu'on a fait. On a un avenant qui a un délai de 6 mois, qui s'applique le 7 novembre, puisque c'est paru au journal officiel un tout petit peu plus tard que le 1er mai. Mais on avait cette volonté d'aller vite. Il n'empêche que lorsqu'on va vite, c'est pas pour ça qu'il faut oublier des sujets.
Il y a 2 sujets de groupe de travail qui ont déjà commencé et qui doivent absolument aboutir sereinement et encore une fois en transparence. C'est le groupe de travail sur le TUPH, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, on a un bilan, on a un an. Même si tout n'est pas consolidé encore sur une année complète, on voit bien quand même les premiers prémices qui remontent. On a ce modèle économique qui a été construit pour la réforme, qu'il faut certainement revisiter, qu'il faut revoir, qu'il faut retravailler. Mais il est évident que c'est avec des bilans qu'on peut avancer. Et puis on a une chose importante quand même sur l'UPH, mais on en reparlera après, c'est l'activité, la traçabilité de l'activité qu'on n'avait pas auparavant partout. Aujourd'hui, on l'a partout et toutes les ATSU ont ce besoin. Et puis le deuxième sujet sur l'avenant 11, c'est ce groupe de travail sur la géolocalisation et sur cette probité qu'on a mis en avant. Et c'est une proposition que les fédérations ont faite lors des négociations à la CNAM en disant mais allons plus loin, sécurisons toute la chaîne de facturation dans nos entreprises pour qu'on soit très transparent vis-à-vis de la CNAM en disant la facture qu'on vous envoie, elle est réelle, elle est véritable. Il y avait bien un patient dans le véhicule, il y en avait bien 2, il y en avait bien 3, parce qu'on a la traçabilité qui va avec. Et puis, j'ai envie de dire ce qu'un ministre, quand il venait encore à nos congrès, venait nous dire « 1 euro dépensé pour la santé doit être 1 euro utile ». C'est dans cet esprit qu'on a construit cet avenant 11. Et je pense que la CNAM l'a bien compris, et la transparence et la crédibilité de nos chiffres n'a jamais été remis en cause, bien au contraire. Alors ça, c'est les groupes de travail. Le deuxième point clé de la méthode, c'est 2025. Donc la revoyure. Et la revoyure de quoi? Pourquoi? Maurice l'a dit tout à l'heure. Le SMIC, on n'a pas de boule de cristal, personne d'ailleurs. Et le SMIC va certainement augmenter. L'attractivité du métier passe par la revalorisation des salaires. On l'a assez crié sur les médias et les réseaux sociaux. Sauver des vies pour un SMIC, ça fait peur. Donc il est évident qu'il faut rehausser tout ça. La projection qu'on a fait à 2025, on ne connaît pas le taux du SMIC, on ne connaît pas le carburant où il sera, on ne connaît pas l'inflation. Le contexte géopolitique, on ne le connaît pas. Donc c'est tout un tas de facteurs qui sont dans des curseurs que l'on a instaurés dans cet avenant 11 et cette projection au 1er janvier 2025, mais avec une clause de revoyure en septembre 2024 ou octobre, la date n'est pas fixée, pour essayer de visualiser ce qui s'est passé et projeter ce que l'on peut savoir à l'instant T du mois de septembre ou du mois d'octobre lorsqu'on se réunira. Non. Ah oui. Cette clause de revoyure, elle est importante pour les 2 acteurs. Hein. Elle est importante pour nos entreprises, mais elle est importante aussi pour l'assurance maladie parce que, comme le dit très bien Vincent, comme on a été hyper transparent sur les chiffres, on l'a été non seulement sur la façon dont nos dépenses peuvent augmenter, salaire, gasoil, entretien, voiture, mais on a été aussi hyper transparent sur la façon dont notre activité peut augmenter. C'est-à-dire comment est-ce que notre activité assurance maladie classique évolue en volume, en valeur, comment est-ce que le TUPH évolue en volume et en valeur. Et donc, au bout, il y a un résultat. Et il est normal que dans une signature d'acteurs responsables, on regarde le résultat. Vincent a raison de le dire. Dans la deuxième partie de l'année 2024, on va regarder ce que finalement a donné cet avenant 11, étape numéro 1, en disant où on en est en termes de compte d'exploitation pour savoir si les hypothèses qui ont été posées dans le modèle suffisent ou pas. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important parce que là aussi, des clauses de revoyure, on ne l'a jamais connu dans notre profession. On le connaît dans nos activités quand on est notamment sur des marchés articles 80 où les hôpitaux mettent en place des clauses de revalo. Et encore, il faut bien regarder comment c'est fait parce que quelquefois, la clause de revalo, elle n'est pas si simple que ça. Mais avec l'assurance maladie, c'est jamais quelque chose qui a été abordé. Et à chaque fois qu'on essayait, on avait, et je peux le comprendre, on avait de la part de notre partenaire assurance maladie, il disait, attendez, une clause de revoyure, tu l'as dit très bien dit, il n'y a pas que nous comme partenaires de santé, c'est quand même compliqué. Mais le fait, je pense, d'avoir eu cette transparence, d'avoir eu aussi ce contexte inflationniste où 2024-2025, quid, c'est comme ça que finalement, dans l'accord, on a mis en place cette clause de revoyure et elle est majeure. Elle est majeure et j'ai envie de dire, historiquement, c'est vraiment une première, cette clause de revoyure. Oui, et puis il y a aussi deux groupes de travail qui doivent se réunir, notamment sur l'optimisation des flux des patients. Et forcément, c'est un gros travail à faire. On a
textes qui doivent nous aider. Et puis on a le chantier du bariatrique, ce chantier qui a été simplement ouvert, mais assez vite refermé pour des raisons qu'on comprendra avec la période Covid. Il n'empêche que ce chantier doit être réouvert rapidement. Cette mise en œuvre de compétences, cette mise en œuvre de matériel, elle doit être présente au sein d'un accord avec notre partenaire qui est le payeur, mais aussi avec notre partenaire qui est la DGOS, de la construction d'une vraie réponse bariatrique, parce que tout citoyen français a le droit à l'accès aux soins, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas partout. Je voudrais me tourner vers le partenaire de négociation, donc vous, Thibault, sur ces deux aspects. Là encore, en effet, quand l'inflation a commencé à galoper, les professionnels de santé sont venus nombreux toquer à votre porte, j'imagine. Qu'est-ce qui a été singulier et gagnant, d'une certaine manière, dans l'approche des ambulanciens et des fédérations ? Je vais essayer de ne pas tout répéter, mais on partage beaucoup de choses qui ont été évoquées par les collègues. Cette logique de co-construction, on ne la retrouve pas dans toutes les négociations. Et là, vraiment, c'était l'objet, et ça fait d'ailleurs des années que les fédérations travaillent avec l'assurance maladie pour proposer des nouveaux modèles économiques. Ce qui a été dit aussi, qui est hyper important pour nous, c'est que toute la phase de diagnostic, le sérieux des analyses économiques du secteur, il y avait une analyse qui a été réalisée par l'ensemble d'ailleurs des partenaires conventionnels, chacun avec ses propositions, mais quelque chose de très poussé, de très fourni, ce qui permettait d'aller assez vite sur la phase de diagnostic et de se pencher sur les différentes propositions. Dans d'autres négociations, on passe beaucoup plus de temps dans cette phase de diagnostic avec des chiffres qui ne sont pas forcément partagés, pas forcément consensuels. Toute cette partie-là, elle a été très rapide grâce à ce qu'ont réalisé, ce qu'ont apporté les fédérations. Aussi la compréhension d'une logique de compromis, de gagnant-gagnant, ça a été dit, j'avais noté, mais du coup c'est un peu répété, mais la logique de droit et de devoir qui était très chère au ministre Braun et qui est très chère aussi à notre directeur général, c'est de se dire, on s'est tout de suite dit 300 millions ne pourra pas. Il n'y aurait pas eu 300 millions s'il n'y avait pas eu des engagements et des compromis. Et tout de suite, les fédérations sont venues aussi nous aider à trouver des chantiers d'efficience, les transports partagés, la lutte contre la fraude. Voilà, on l'appelle nous très clairement comme ça et c'est un élément important pour nous. Et ça a dégagé les marges suffisantes qui permettent d'avoir une enveloppe qui nous semble importante. On n'aurait pas réussi sinon, sans cet engagement très fort des partenaires conventionnels, à proposer une enveloppe à la mesure de ce qui était attendu par les partenaires et par les entreprises. Et juste pour aussi finir dessus, il y avait un enjeu d'aller vite. Alors on va souvent vite dans toutes les négos, mais il y a eu beaucoup d'aides qui ont été fournies par l'État, même si elles ont été versées par l'assurance maladie, le FIR, etc., pour aider vos entreprises. Et il y avait un réel enjeu qui était de comment on réintègre ces règles one-shot, ces versements one-shot, dans quelque chose de plus pérenne et de plus lisible pour les entreprises. Ce qui n'était pas simple, mais là aussi, on avait réussi à anticiper collectivement pour... le jour où on a commencé le 31 janvier, on était quand même assez tous au clair sur vers où il fallait aller et le diagnostic derrière. Et les groupes de travail et la revoyure, pour vous, comment vous les intégrez dans la perspective de la continuation de cette avenant ? Ce qu'on dit aussi, quand on fait un avenant, on ne peut pas tout régler. Alors il y a un côté frustrant, et quand on regarde de l'extérieur, on se dit bariatrique, on n'a pas avancé. La géolocalisation, ok, il y a un début, mais finalement il y a beaucoup de travail. Donc il y a un côté frustrant de se dire c'est inabouti, mais c'est le jeu du dialogue conventionnel. Et avenant après avenant, on essaye de régler des sujets. Et donc on a rapidement identifié les sujets sur lesquels il fallait avancer. Et donc très clairement, on a avancé vite dessus. Et les autres où il fallait qu'on se revoie, qu'on travaille collectivement avec l'ensemble des syndicats, le ministère de la Santé et nous. Et donc ces groupes de travail, ils ont vocation derrière à régénérer d'autres avenants pour proposer là aussi des modèles économiques très clairs. Sur la revoyure, c'était le début de mon propos, mais cette revoyure, elle est indispensable pour les partenaires, mais elle est indispensable pour nous. Il y a des engagements très forts d'économie sur le transport partagé, il y a des engagements très forts à travers la géolocalisation. Et donc l'idée, c'est de refaire un point, de reprendre en compte aussi ce qui se sera passé dans le secteur. On parle du SMIC, de l'inflation, du prix de l'essence, mais de vraiment avoir cette vision exhaustive et de voir ce qu'on fait. Il y a déjà des tarifs qui sont prévus pour le 1er janvier 2025, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à adapter ? Puis l'histoire va continuer et après, il faudra écrire les pages 2026, 2027, etc. Alors, je voudrais qu'on aille maintenant un peu dans les avancées concrètement là-dessus et qu'on avance là-dessus avec mise en place de la fameuse tarification différenciée et majorée. Un mot, Vincent, dessus. Comment elle va se mettre en place, en fait, et est-ce qu'elle va impacter différemment les différents types de véhicules aussi ? Cette tarification majorée, telle qu'elle a été conçue et négociée lors de nos échanges en début 2023, elle était, M. Zaccarini l'a dit, sur la probité. C'est vrai que le mot fraude, on a du mal à le sortir chez nous parce qu'on ne le conçoit pas. Il n'empêche que la probité et de montrer la transparence, c'est plutôt ce sujet-là. Donc cette tarification majorée, donc elle passe
forcément par un faire-valoir, qu'on est bien équipé d'un logiciel de facturation avec la facturation en ligne, qu'on a bien un boîtier de géolocalisation qui est fixé dans le véhicule et qui remonte des données GPS. Et puis, le triptyque, entre guillemets, c'est le couple des deux. C'est que je facture avec une trace GPS et qui démontre bien que j'ai bien réellement ce trajet parcouru. Alors, on a une question forcément pour M. Zaccherini, mais j'espère qu'il a la réponse. C'est quid de ce qui est écrit dans l'avenant 11 sur la notion de ce tarif certifié, qui va y avoir droit et auquel cas les ambulanciers qui sont dans la salle ont besoin de cette réponse. Ouais, complément peut-être avec Maurice sur ce point-là, parce que la tarification certifiée, on comprend, les axes de la certification, on comprend. Il y en a un qui pose tout de même une toute petite question, c'est est-ce qu'on certifie l'entreprise ou est-ce qu'on certifie les missions, les sorties? Alors là, est-ce que c'est dit dans les textes clairement ou est-ce qu'il y a encore aujourd'hui de l'ambiguïté dans l'histoire? L'accord que l'on a signé, il est extrêmement clair. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ambiguïté sur cet enjeu de certification. Comme l'a très bien dit Vincent, à partir du moment où l'entreprise est CEFI, à partir du moment où on a des boîtiers de géologue dans la voiture, et donc ces boîtiers de géologue qui sont certifiés par l'éditeur et donc certifiés assurance maladie. Et à partir du moment où on pratique la certification des flux, l'entreprise est certifiée. C'est-à-dire que si je reviens dans la réalité de nos boutiques, à partir du moment où j'ai ces trois conditions qui sont là, après je facture avec les tarifs certifiés. Dans la vraie vie, effectivement, il peut tout à fait y avoir un aller qui est certifié, dans le sens où je remonte les kilomètres du boîtier, et un retour qui n'est pas certifié parce que, par exemple, je suis à ce moment-là dans une zone blanche. Et on le sait, plusieurs éditeurs sont dans ce salon, que la certification chez certains éditeurs, c'est le couplage du PDA du chauffeur avec le boîtier de géologue dans la voiture. Donc ça veut dire que si l'un ne marche pas parce que, par exemple, on est dans une zone blanche, on peut tout à fait se retrouver avec un flux qui n'est pas certifié. Mais l'accord, à aucun moment ne dit qu'il faut un pourcentage minimal ou maximal de flux certifiés pour accéder aux tarifs certifiés. Donc ça veut dire que, pour être très clair, l'entreprise, une fois certifiée, profitera du tarif certifié tout le long. Après, la question, et c'est un des sujets d'ailleurs qu'on a... Donc, dit tel quel, il n'y a pas de question. Non, la question, en réalité, et c'est certainement celle sur laquelle Thibaut va rebondir, c'est OK, Maurice, ça je sais parce que c'est ce qu'on a signé, d'accord. Mais concrètement, moi, assurance maladie, comment je sais qu'effectivement vous êtes une entreprise certifiée? Et c'est là où effectivement il faut trouver des choses opérationnelles. Mais on est dessus, c'est trouvé. Il faut trouver des choses opérationnelles pour qu'effectivement, très rapidement, parce que Vincent parle de la date du 7 novembre, on sache que toutes nos entreprises soient certifiées ou pas. Thibaut, sur ce sujet-là, vous comprenez qu'il y a des inquiétudes aujourd'hui un petit peu sur le cadre de la certification? On comprend parfaitement. Honnêtement, et dans nos rêves les plus fous, côté assurance maladie, on imaginait une certification par trajet. Et Pourquoi? C'était pour nous au début le plus logique pour s'assurer justement d'une traçabilité, d'une certification. Mais très clairement, et donc les fédérations sont remontées vers nous pour nous expliquer ce qui vient d'être dit, les zones blanches, et je pense qu'il y a d'autres cas où il y a des trajets qui ne sont pas certifiés. Et donc de manière très pragmatique, on va vraiment le faire si l'entreprise et si l'ensemble des véhicules de l'entreprise est certifié. Donc il faudra voir comment on fait justement avec les éditeurs pour que les éditeurs nous assurent que ces entreprises sont bien certifiées pour l'ensemble de leur flotte. Dans ce cas, on ouvrira la tarification différenciée pour l'ensemble de l'entreprise et de ses trajets, et on ne ramènera pas ça trajet par trajet. Mais voilà, il y a eu la question au début, et de manière, on nous a expliqué, quand on nous explique et qu'on est convaincu, on n'est pas dogmatique. Et donc ça sera bien une approche par entreprise. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer un téléservice pour que vous puissiez justement... Un peu comme l'aide à l'équipement, mais de manière peut-être évidemment plus régulière, que l'entreprise puisse venir se déclarer en disant l'éditeur confirme que je suis bien certifié, les flux géolocalisés sont certifiés. Et dans ce cas-là, ça ouvrira la possibilité pour cette entreprise-là d'utiliser la tarification différenciée. Après, comme le dit très bien Thibaut, finalement, cette certification des flux, c'est CEFI, le boîtier et, comme tu le dis Vincent, la certif au bout. Mais les deux premiers, c'est-à-dire CEFI et boîtier, c'est déjà quelque chose que l'assurance maladie connaît parfaitement. D'abord parce que certains d'entre nous ont signé à l'époque l'avenant 7. Et en plus, pour ce fameux aide à l'équipement, on a déjà 2 sur 3. Donc, c'est déjà extrêmement rodé depuis de nombreuses années pour 2 critères sur 3. Il reste effectivement ce troisième critère
où là, la solution a été trouvée avec les éditeurs. Donc ça veut dire qu'on est bien dans l'esprit de ce qui a été signé en 2023. Un mot rapide sur les forfaits annuels avec vous, Thibault, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Il va y avoir des forfaits sur différents sujets, notamment le passage à l'électrique. En quoi c'est un enjeu important pour vous, la mise en place de ces forfaits ? On est très content d'avoir créé justement des forfaits pour l'activité. Aujourd'hui, on a un paiement qui est quand même, et qui restera essentiellement lié à l'activité. L'idée, ce n'était pas de révolutionner ça, mais en apportant un forfait annuel qui, par exemple, pour les ambulances, peut être de 1 100 € par an, s'il y a un minimum de kilomètres. On vient aussi valoriser la mission d'ambulancier. Et on est très conscient côté assurance maladie que votre métier ne consiste pas à faire uniquement un transport, mais qu'il y a bien un vrai apport et une vraie plus-value dans ce que vous faites. Et donc, on souhaitait valoriser vraiment globalement ce métier d'ambulancier. Et le forfait annuel de 1 100 €, alors on peut toujours discuter sur le montant, mais c'est un début de valorisation, c'est le début d'une forfaitisation, évidemment qui ne viendra jamais remplacer le forfait à l'activité, mais c'était hyper important. À ça, on a ajouté des forfaits pour l'environnement, comme on les appelle. Là aussi, on n'est pas totalement déconnecté. On sait que côté ambulance, le parc de véhicules électriques est faible, voire inexistant. Et donc là, on appelle aussi à chaque acteur à pouvoir travailler dessus pour proposer des solutions à vos entreprises. Pour les VSL, on sait que ça se développe plus. Et donc l'idée, c'est quand même de réussir à inciter, notamment dans le renouvellement d'un parc, à s'équiper par exemple de véhicules électriques. Là aussi, c'est un commencement. Et vous avez bien compris que la logique de dialogue conventionnel, c'est d'avancer petit à petit. Et il y aura sûrement d'autres choses, peut-être encore plus fortes, dans des avenants futurs. Un mot, Vincent. Oui, le déploiement de ces véhicules sont 100% électriques, puisqu'on a l'hybride, mais on a surtout le 100% électrique. C'est celui qui est nommé par Thibault Zaccherini. Mais je pense qu'il y a aussi un acteur qui doit forcément nous aider à développer le parc de nos véhicules électriques. Ce sont les établissements de soins. Parce que sans borne, sur ces établissements de soins, là où on peut avoir de l'attente, même si on n'aime pas beaucoup attendre parce que pendant ce temps-là, on n'est pas payé, on le sait, il n'empêche que sur ces parkings d'hôpitaux, si on n'a pas les bornes pour brancher notre véhicule dans le temps d'attente qui est là, on ne pourra pas développer ce 100% électrique. Ou alors simplement sur une partie d'une flotte, mais on ne pourra pas aller plus loin. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel la CNAM a émis ce forfait électrique et puis de doubler sur l'ambulance qui est 100% électrique, le forfait de 300 € pour les VSL. Mais il y a un autre acteur, c'est l'établissement de soins, ce sont les hôpitaux qui doivent nous aider à ce qu'il y ait des parkings enfin pour les véhicules sanitaires. Avant d'aller vers la salle et vers les questions, il y a un point que je voudrais qu'on aborde, évidemment, c'est le transport partagé. Parce que ça, c'est un point fort. Et tout le monde va bien ? C'est un point fort et c'est une avancée assez majeure pour les années à venir, en termes d'évolution de l'offre, en termes d'efficience aussi. Maurice, en quoi est-ce que ce transport partagé, c'est un enjeu central vraiment de l'évolution de l'offre? Et qu'est-ce que l'avenant 11 apporte aux dispositifs existants? On sait qu'il y a un bonus-malus qui existe déjà sur le sujet. Alors sur ce transport partagé, effectivement, il y a deux choses qui sont importantes à comprendre. D'abord, ce transport partagé, c'est quelque chose que pratiquent nos entreprises depuis de nombreuses années. Selon l'entreprise, plus ou moins fort, mais c'est quelque chose que l'on connaît bien et qui d'ailleurs a donné déjà de bons résultats, d'ailleurs à la fois en termes de qualité de service pour nos patients, mais aussi en termes économiques pour nos entreprises, parce que quand même, ça veut dire qu'on envoie un véhicule au lieu de 2 ou un véhicule au lieu de 3. Donc je reprends les propos de Thibault, le transport partagé, c'est du gagnant-gagnant. Tu dis deux choses, Régis, sur le transport partagé. Il y a effectivement un mécanisme de bonus-malus, ça c'est l'avenant 10, mars 2021, et il y a le transport partagé qui est cette mesure d'efficience, cette responsabilité qu'a pris les fédérations sur cet avenant 11. Le bonus-malus, c'est quoi? Le bonus-malus, c'est effectivement en mars 2021, on va aller regarder les taux de transport partagé et on va aller récompenser les entreprises, enfin l'assurance maladie, pardon, va récompenser les entreprises qui progressent en termes de transport partagé. Et en même temps, il y a aussi un malus pour les entreprises qui ne pratiquent pas assez le transport partagé. Je dis tout de suite une chose, on l'a bien vu en 2023, des bonus transport partagé ont été distribués, une entreprise sur deux, globalement pour les entreprises qui ont progressé entre 2022 versus 2021. Et les malus, c'était une demande des fédérations, on ne les a pas regardés parce qu'on était dans cette période qui sortait du Covid. Mais le mécanisme de bonus-malus est un mécanisme qui continue jusqu'à fin 2024. Et après, dans la discussion conventionnelle, les partenaires se retrouvent pour dire qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait évoluer. Première chose, donc bonus-malus, mais c'est déjà quelque chose qui existe depuis 2021. Mais peut-être qu'on avait les uns et les autres, et nous les premiers,
pas oublié, mais ce n'était pas quelque chose qu'on regardait. Et deuxième point? Deuxième point, c'est qu'effectivement, quand on signe cet avenant 11, il y a l'étape du 7 novembre, c'est la première mesure. On a eu les FIR, il y en a eu 2 en juin 2023 et on aura janvier 2024. Et il y a l'étape de tarif janvier 2025. Et là où effectivement cet accord conventionnel est un accord d'acteurs responsables, c'est que la profession, pour aller accéder à ces tarifs de janvier 2025, doit faire plus de transport partagé. Et donc, si je dis simplement un chiffre, aujourd'hui, le transport partagé, c'est 20 millions d'euros d'économie pour l'assurance maladie. À fin 2024, il faut que l'assurance maladie récupère 50 millions d'économies au titre du transport partagé. Donc, c'est un peu plus du double. Je me rappelle très bien des discussions, on disait, mais attendez, comment voulez-vous qu'on fasse plus de transport partagé ? Moi, je suis quelquefois confronté à des patients qui ne veulent pas faire du transport partagé. Je suis confronté à des établissements où quelquefois c'est compliqué quand on fait du transport partagé. Et là, et je pense que Thibaut a raison de le dire, c'est le fait d'échanger, et ce depuis de nombreuses années. La solution, c'était de dire qu'il faut absolument qu'on encourage le patient à utiliser, à accepter la solution de transport partagé que l'on met en œuvre. Comment on fait ? Eh bien, c'est ce fameux, vous l'avez certainement entendu parler, dans le PLFFS 2024 qui est en train d'être discuté. Il y a une mesure qui dit clairement que si le patient refuse le transport partagé qui est proposé par l'acteur assis, et attention, l'acteur assis, c'est VSL et taxi. Si le patient refuse ce transport partagé qui est proposé par le professionnel de santé, eh bien, il y a un moment, il ira de sa poche. Je voudrais qu'on aille vers les acteurs de terrain aussi. Juste un petit mot sur le transport partagé. La vraie victoire, c'est que l'ensemble du champ du transport assis va être, entre guillemets, touché. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là. Mais il n'empêche que cette proposition de loi qui est dans les mains de l'Assemblée dans les prochains jours, il reste une petite crainte et une petite inquiétude, et M. Zaccherini voit bien où je veux en venir, c'est cette notion de tiers payant. Cette notion de tiers payant qui n'existe pas lorsque le refus du transport partagé, c'est une vraie crainte pour nos entreprises. Là où on vient de parler de process de facturation, de chaîne de facturation qui doit être la plus transparente possible et ainsi de suite, on va être obligé de avoir des critères un peu particuliers pour ceux qui refusent le transport partagé. Donc il va falloir s'y préparer opérationnellement avec les agents de l'assurance maladie. Ouais, acteur de terrain, un petit peu un mot sur ce sujet-là important avec vous. D'abord Jean-Luc, je crois que vous avez pris part on passe le micro, à un article 51, je crois, un peu sur le sujet. Vous en faites pas mal du partagé. Quels sont les facteurs clés pour vous nécessaires pour améliorer cette part de l'activité-là aujourd'hui ? Mais le transport partagé, au jour d'aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a un surcroît de missions, c'est exponentiel. On a des difficultés avec les établissements de santé à lisser les missions. On s'y arc-boute depuis des années, on voit bien que c'est compliqué. Donc face à ce surcroît, face à cette vérité, le transport partagé vient répondre en grande partie à ce besoin. On prend plus de patients. Moi, j'arrive aujourd'hui à covoiturer quasiment 30% de ma patientèle, ce qui est pas mal. Avec ce qu'a dit Maurice, les aléas qui font que certains acceptent pas. Je veux mon ambulancier, mon véhicule. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a certaines... Je pense au SSR, par exemple. On a certains établissements, certains secteurs qui sont vertueux là-dessus. On peut organiser en amont, dans certains établissements, justement la logistique. Alors bien sûr, il n'est pas question que le patient passe l'après-midi dans la voiture non plus. On est bien clair qu'il faut qu'on soit vigilant sur cet aspect de transport partagé. Mais la vérité de l'article 51, elle est là. Elle est là, elle est de répondre donc à une exponentialité de missions, d'y répondre aussi économiquement parce que c'est gagnant-gagnant pour l'assurance maladie, pour nous. C'est évident qu'il y a des marges de production bien meilleures avec le transport partagé que ça. Et puis après, l'environnement, on fait moins de transport entre guillemets que si on transportait chaque patient. Donc on est vertueux un peu sur l'environnement, on est vertueux dans le choix du véhicule. Et donc, ça répond pleinement à ce qu'on est en train de dire. Complément avec Christian, parce que c'est assez étonnant, parce que quand on en a parlé au téléphone rapidement, on m'avait dit « oui, l'avenant, c'est bien ». Il y a un point qui m'interroge tout de même, c'est le transport partagé. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme inquiétude ou demande un petit peu sur sa mise en place, sa mise en œuvre concrète, notamment avec le partenaire qui vont être les établissements hospitaliers ?
Ça interroge, mais en même temps, c'est notre culture, c'est notre ADN. La structure de tarification depuis 30 ans, elle est sur le transport partagé, l'optimisation. Et en fin de compte, il y a eu des choix, à un moment, d'ouverture, d'offres, qui ne nous ont pas permis de mettre en œuvre ces dispositions il y a 25 ans. Voilà. Et donc, on se retrouve effectivement avec une augmentation des flux qui nous amène dans la situation dans laquelle on se trouvait au milieu des années 90, sur lequel on aurait eu à régler le problème. Et on aurait pu faire aujourd'hui discuter plutôt de la gestion de l'offre que de la gestion du transport partagé. Donc ça, c'est déjà un préambule. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement responsable et avoir une vision prospective sur le métier dans 10, 15 ans, parce que les décisions qu'on prend, il faut être attentif à ce qu'elles soient pérennes et qu'elles n'aient pas une influence négative sur l'avenir. Donc ça, c'est déjà en préambule. Effectivement, ça a été dit, hein, notre problématique, c'est la qualification du refus. Est-ce que je suis responsable en tant qu'ambulancier de la qualification du refus? Comment j'obtiens cette qualification de refus? Est-ce qu'en fin de compte, je peux le taire et facturer comme si de rien n'était organisé, puisqu'en fin de compte, on n'est pas dans un recours au transport partagé structuré. Il est plutôt volontaire et logistique à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est un peu ça notre problématique. Alors on a vu, hein, si on veut, en fin de compte, parler du parcours de soins du patient et qu'on le transpose de façon vulgaire avec une chaîne de production transport marchandises, hein, si on le vulgarise, eh bien en fin de compte, c'est pas le camionneur qui va mettre les palettes avec le petit, c'est un cariste, hein, il va pas le mettre dans les rayons. Et donc effectivement, ce parcours de soins, il va falloir qu'on le réfléchisse pour gagner du temps, parce qu'effectivement, c'est du temps. Quand on met 20 minutes Mais à le réfléchir, ça veut dire quelqu'un, le réfléchir aussi avec ceux qui sont sur ce parcours de soins, donc les établissements, les hôpitaux. Alors, ce sont les hôpitaux, mais ce sont aussi les institutions, parce que si on ne va pas tordre le bras des hôpitaux pour leur faire comprendre que leur organisation interne a des répercussions économiques sur les autres acteurs, mais à un moment, on finit par payer deux fois. Et on finit par payer chez les transporteurs la désorganisation hospitalière. Il y a une circulaire en 2003 qui a jamais été publiée, mais qui existe sur les guides bonnes pratiques. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui en profitent. Il y a des endroits où on a des salons d'attente, ça commence à émerger, les ARS commencent à s'en saisir, mais ça va devenir la norme pour faire du transport partagé. On ne va pas avoir d'autre solution que de passer par un salon d'attente et sortir les ambulanciers de l'intérieur de l'hôpital. Donc ça, ce n'est pas les ambulanciers qui vont pouvoir arriver à ça. Il va falloir que les institutions accompagnent, et à la limite, la seule chose qui va nous permettre, nous, de gagner, c'est notre pénurie d'offres, qui va permettre de dire ça on ne fait plus. Voilà, donc le risque, aller chercher en fin de compte cette qualification de refus, comment je la formalise, comment le patient la formalise, comment je lutte contre ces exigences, parce que je suis là plus pour répondre à son besoin qu'à autre chose. Et puis on a défini les kilomètres, mais il faut définir aussi le temps pendant lequel on immobilise un patient. Thibault, sur ce point-là, il est important, et on sait que la France est un peu en retard aussi par rapport à d'autres pays. Comment vous entendez un peu ces vigilances par rapport à ce sujet-là? Merci de le rappeler, on est en retard en France sur le transport partagé. Je pense qu'il faut qu'on en soit tous conscients et on veut le développer. L'assurance maladie a fait des propositions dans Chargé Produit, c'est repris aujourd'hui par le gouvernement dans son projet de loi et les parlementaires vont se saisir de la question. Mais on est en retard et en discutant justement avec nos partenaires, on comprend qu'il y a l'un des leviers, c'est pas l'unique, hein, mais que c'était le fait que le patient aujourd'hui puisse le refuser et finalement ça ne changeait rien. L'idée, on le redit, hein, c'est d'obliger le patient à l'accepter dès lors que sa situation médicale le permet. Hein. On n'est pas là pour faire du transport partagé pour tous les types de trajets. Donc, il y aura si la loi est votée, il y aura un décret qu'il faudra travailler tous ensemble avec le ministère. On parle essentiellement des trajets itératifs. On pense notamment à des patients qui vont à des séances de chimiothérapie, des dialyses, où là on se dit qu'il y a du travail. Là, on est d'accord avec vous, c'est que sans l'établissement de santé, on n'y arrivera pas. Hein. Et on restera à nos 15% de trajets VSL qui sont faits en transport partagé. On stagne, alors il y a eu la crise Covid. Mais... Donc il y a un gros travail à faire avec nos camarades du ministère de la Santé et les établissements de santé. C'est comment ils changent leur manière de travailler. Vous avez parlé des salons d'attente, mais aussi comment ils programment les rendez-vous en prenant aussi la localisation de leurs patients, etc. Donc nous, on a demandé au ministère dans les prochaines semaines de se réunir pour travailler dessus. S'il n'y a pas le volet établissement de santé, on aura un petit effet, mais pas suffisant. Donc là-dessus, soyez rassurés, tout va arriver dans les décrets. Il faut qu'on travaille avec vous là-dessus. Sur la qualification du refus et comment finalement on fait en sorte de montrer que le patient a refusé alors que c'était possible, là aussi, il y a un travail à faire. Il va falloir qu'on arrive à l'objectiver pour que le transporteur puisse nous le remonter.
c'est quand même un outil pour vous hein, dans vos entreprises pour dire aux patients, en fait, si vous ne le voulez pas, vous avancez les frais et potentiellement vous êtes moins bien remboursé si les parlementaires vont jusqu'au bout. L'idée, c'est de vous donner ce levier supplémentaire dans la discussion avec vos patients pour leur dire, là, honnêtement, le médecin a dit que c'était possible. Moi, je peux le faire, ça ne change rien pour vous. Vous serez à l'heure pour votre... Vous n'allez pas attendre 4 heures dans des chaises en plastique, dans des hôpitaux. J'exagère un peu, mais voilà. Se dire, vous, transporteur, vous avez ce levier-là pour convaincre votre patient. C'est l'élément principal. Et pourquoi le transporteur doit convaincre le patient? Parce que derrière, ça déclenche aussi des revalorisations importantes au 1er janvier 2025. Donc, tout ça est lié et c'est un outil à votre main. Le patient, est-ce qu'il faut un peu plus l'inciter qu'on ne l'incite aujourd'hui? Déjà, je pense qu'il y a une campagne à faire autour des patients pour leur expliquer ce que c'est. Il faut le réserver à certains types de transports. Je réinsiste dessus, et le décret va venir mettre un périmètre qui est pas tous les transports. Donc ça, c'est hyper important, je pense, de le préciser. Et après, il y a deux incitations. Nous, on avait proposé le tiers payant contre transport partagé. Donc finalement, le patient serait remboursé de la même manière, mais il doit avancer les frais. Le gouvernement a rajouté une proposition qui serait une minoration de son remboursement. Donc on va voir ce que les parlementaires disent. Mais à un moment, oui, il faut inciter les patients. Et un transport partagé, c'est un bon transport aussi. Et ça répond aux besoins du patient. Donc, voilà. Je voudrais qu'on aille vers la salle un petit peu. Est-ce qu'on peut allumer un peu la lumière dans la salle un peu plus et du coup que vous puissiez lever les mains, que je puisse vous voir et venir avec vous avec mon micro sur les questions que vous avez, sur les réactions que vous avez à ce que disent les uns et les autres. Je pense que je vais faire du kilomètre. Hein? Bah non, c'est bien, ça me fait bouger. Alors, première main là, puis je viens à vous. J'arrive. Il faut vous présenter juste avant. Alors juste, on essaie de faire des réponses assez rapides pour prendre un max de questions. Rapide mais complète quand même. Bonjour, Nicolas Zibonchou, ambulancier dans l'Est de la France. Donc, avant tout, merci pour ces échanges hyper riches de bon matin. Mais je profite de votre présence, Thibaut Zaccherini, sur ce sujet-là qui est quand même prégnant sur le transport partagé. Parce qu'il y a un concept que je n'ai certainement pas bien compris. Vous parlez de suppression du tiers payant, donc le patient va avancer les frais et devra être remboursé a posteriori. Donc pour vous, pas d'économie, si ce n'est la discussion en cours pour ajouter une minoration de son remboursement. Alors pas d'économie ou peu d'économie. En revanche, pour nous, charge complémentaire en facturation, en relance, en recouvrement. Donc je perçois ça un petit peu comme un système perdant-perdant, puisque vous, pas d'économie, nous, charge complémentaire dans un contexte compliqué. Pourquoi ne pas rentrer dans un vrai système d'efficience, d'incentive, gagnant-gagnant? Vous faites des économies, nous, on gagne enfin de la rentabilité sur cette partie. Merci de votre éclairage. On répond tout de suite. Pas d'économie, là je ne suis pas d'accord avec vous. Ça a existé, hein, cette notion, et le gouvernement l'a déjà mis en œuvre. Je vous prends un exemple qu'on connaît tous, les génériques dans les médicaments. Normalement, le pharmacien, un peu comme vous, devait convaincre que le générique, c'était comme le princeps, et il devait y avoir cette substitution au comptoir. Ça marchait très peu, comme en fait le patient, il pouvait se dire non, moi je veux vraiment l'autre, il coûte plus cher, mais je veux l'autre et je suis remboursé de la même manière. On a mis en place, le gouvernement à l'époque a mis en place le tiers payant, donc en fait le patient devait avancer et se faire rembourser plus tard. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de patients qui vont dire non, c'est bon, moi donnez-moi le générique, c'est parfait, c'est la même chose. Et donc l'idée derrière, c'est que cette crainte du patient de se dire je suis remboursé 1 ou 2 mois plus tard, alors que tout est réuni pour un transport partagé, vous allez voir qu'il va beaucoup plus facilement accepter, que vous allez augmenter finalement votre nombre de transports partagés, et nous derrière, du coup, faire des économies. Donc ça, nous, on en est convaincus que juste à avancer l'argent, ça responsabilise le patient. On parlait de responsabilisation, et derrière, ça lui permet d'accepter un transport partagé qu'il aurait refusé auparavant. Sur la charge, vous avez raison. Là où ça serait un échec, c'est si ça ne changeait rien, le patient, finalement, ils accepteraient tous d'avancer l'argent. Là, ça vous ferait plus de travail pour vous, pour nous aussi, hein, comme derrière, c'est des feuilles de papier que les patients envoient à nos CEPAM. Donc, nous, on est convaincus que ça va marcher et que les patients vont accepter, aussi parce que ça va peut-être générer une discussion. Aujourd'hui, certains d'entre vous l'ont, mais d'autres ne sont pas forcément incités, où il n'y a pas forcément un intérêt global à se dire je vais passer peut-être 5 minutes à expliquer au patient pourquoi un transport partagé, ça ne lui change à rien. Et pour moi, ça change beaucoup transporteur. Et pour le système de santé globalement, ça permet de générer des économies et en plus d'être écologiquement un peu plus vertueux. Donc voilà, nous, on est convaincus du changement de responsabilité et du changement de mentalité du patient. Oui, il y avait... Bonjour, donc merci Monsieur Cabrita, donc ambulancier dans le Var. Donc vous parlez donc moi c'est la même chose, c'est les transports simultanés.
Et par rapport, on a quand même 2 acteurs dans le transport de personnes valides, c'est-à-dire les taxis et nous. Et le problème, c'est que nous, on va avoir un bonus-malus si on ne fait pas de transport simultané. Mais qu'en est-il des taxis? Les taxis, si eux ne proposent pas le transport simultané, est-ce qu'ils auront un malus aussi sur le nombre de transports simultanés effectués? À première vue, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'on va encore avoir une concurrence déloyale. Déjà qu'ils ont un tarif supplémentaire pour faire le même travail. Voilà, j'aimerais avoir votre avis. Je me doutais que le sujet taxi-vaisselle allait arriver très vite dans la journée. Comme ça, c'est fait. 2 éléments pour nous. Vous parlez du malus pour vos entreprises de côté transport sanitaire. Honnêtement, donc, malus, on n'en a pas appelé aujourd'hui. Bonus, on en a versé 5 millions à une entreprise sur 2. Bonus, vous avez des taux d'abattement préférentiels. Donc aujourd'hui, vous êtes incité, vous, transport sanitaire, à faire du transport partagé. On n'est pas... Je veux dire, la carotte, elle est plutôt incitative. Il n'y a pas de fouet. Je m'exprime comme ça. Donc le malus... Il faut arrêter. Aujourd'hui, un transporteur sanitaire, il a tout intérêt à faire du transport partagé et on va continuer dans les prochains avenants à rendre ce type de trajet économiquement intéressant pour vous. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt intéressé à faire ce type de trajet. La mesure du gouvernement sur le tiers payant, elle s'appliquerait à l'ensemble du transport assis. Donc les taxis seraient évidemment concernés. On a des discussions avec eux. Il faut trouver aussi, et ça peut ne pas faire plaisir, mais il faut trouver des incitations pour que les taxis en fassent. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'ils aient autant d'incitations que les transports sanitaires. Et donc là, on a des discussions. Tout n'est pas simple à mettre en œuvre. Mais dans notre logique, on incite l'ensemble des acteurs de la chaîne, on incite les patients, et c'est les mêmes règles en termes de tiers payant contre transport partagé. Mais là, vous avez raison, mais je le prendrais plutôt dans l'inverse. Il faut que, en termes de cohérence, on arrive à trouver des incitatifs suffisamment intéressants pour l'ensemble des acteurs économiques. Question encore à nos intervenants. Vous levez la main. Voilà. J'arrive vers vous, mais je vais de l'autre côté, puis je reviens au centre. Voilà. Vous pouvez relever la main, parce que du coup, je vous avais... Bonjour, Christophe Tétard, ambulancier sur le Dunkerquois. J'étais en commission paritaire il y a 2-3 semaines avec la CEPAM, qui nous a un petit peu averti, comme il y avait un manque de transporteurs pour certains patients, de mettre en place des VTC. Donc ça fait un petit peu peur. Alors déjà que le taxi... moins diplômé, moins de charges, pas d'uniforme, pas de désinfection, pas de prise en charge d'un ambulancier. Il est plus valorisé que nos ambulanciers. Et maintenant, les VTC, ça nous inquiète fortement. Oui. Alors, même si les CEPAM, on est beaucoup en contact, je n'ai pas connaissance de ce que vous a répondu la CEPAM. Peut-être pour là aussi déminer un sujet, l'idée n'est absolument pas de faire rentrer une concurrence qui n'existerait pas aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est qu'on a des carences. Aujourd'hui, on a des patients qui ne trouvent pas de transport malgré l'offre ambulance, VSL et taxi. Donc il faut qu'on fasse en sorte, et le transport partagé répond aussi à ces enjeux-là, mais absolument pas dans l'idée de l'assurance maladie. En tout cas, il n'y a pas de plan caché de faire rentrer d'autres acteurs qui économiquement seraient plus intéressés que vous et viendraient sur ce marché-là. Donc voilà, un élément de réassurance, et on se renseignera du coup pour ce qui s'est dit dans votre commission au niveau local. J'en ai pas connaissance du tout à mon niveau. Et si je me permets, Thibault, de rajouter une chose, dans l'avenant tarifaire numéro 11, je me rappelle très bien des paroles du partenaire assurance maladie, c'était aussi la volonté d'aller faire un tarif intéressant, notamment sur ces trajets courts en assis. Et c'est pour ça, tout à l'heure, Régis, quand il montrait les créations des enjeux de forfait, quand vous regardez la façon dont les grilles tarifaires vont évoluer novembre 2023, janvier 2025, il y a un effet fort, notamment sur cette partie trajet court pour aller tout de suite taper le forfait, si je puis dire. Et là aussi, c'est une réponse à ce que tout de suite nous ont dit, que ce soit l'assurance maladie ou le ministère de la Santé, de cette difficulté que peut avoir dans certains endroits les établissements à trouver une offre assise. Et donc là aussi, c'est une réponse pour effectivement qu'on soit plus à même de faire ce transport assis. Oui, il y a un sujet dont on n'a pas parlé tout à l'heure dans les forfaits qui ont été mis dans l'avenant 11 à compter du 7 novembre. On a parlé des ambulances, des 1 100 €. On n'a pas parlé du forfait TPMR. Et quand Christophe parle de ce VTC qui peut arriver demain dans le conventionnement, alors c'est une grosse crainte et on peut être rassuré par les propos de Thibault Zaccherini, mais il y a aussi une crainte côté flotte de TPMR qui peut exister, qui aujourd'hui est non conventionnée.
On sait qu'on a des prémices aussi de certaines CPM locales qui veulent conventionner des TPMR, notamment avec cet apport de 30 € à compter du 7 novembre. Donc soyons vigilants parce que ce forfait, il est non négligeable pour la profession. Il apporte une vraie réponse aux patients qui sont en fauteuil roulant et qu'on a bien entendu envie d'accompagner dans leur accès aux soins. Donc il faut qu'on soit vigilant quand même sur nos CPM et bien entendu nos fédérations sont à votre écoute pour remonter l'information vers la CNAM. Et si, Vincent, je reprends ce tarif TPMR, tu as raison de zoomer dessus. Ce tarif TPMR, finalement, avec cette avenance, non seulement il va profiter de l'effet tarifaire assis VSL, et en plus du supplément tarifaire TPMR qui passe de 20 à 30 €. Et moi, je me souviens, quand on est allé présenter sur les territoires l'avenant 11 aux entreprises, on avait cet effet qu'on n'attendait pas forcément d'ailleurs, Thibault, de patrons qui nous ont dit, mais effectivement, le TPMR, tout à coup, économiquement, change de visage. Et c'est vrai. Et donc ça aussi, c'est une réponse pour qu'effectivement, on puisse aller plus facilement sur ce type d'activité. Très, très vite. Très, très vite. Juste un point, j'ose dire sécurité. On a vraiment besoin que le cahier des charges évolue pour savoir quel type de fauteuil, quel type de patient, notamment l'appui-tête, pour sécuriser le transport en TPMR. Et ça, c'est une vraie crainte que nos ambulanciers, tous les jours, ont quand un patient dodeline de la tête parce qu'il n'a pas d'appui-tête et donc ce cahier des charges doit rapidement évoluer. Thibault prend beaucoup de notes. Si vous avez besoin d'autres feuilles, on en a. Et oui, il y avait une question de monsieur ici. Bonjour. Par rapport au transport partagé, il faut aussi prendre une question démographique qui est quand même importante parce que, je veux dire, la prise en charge des patients, le temps d'attente et le temps de transport dans leur pathologie, ça rentre aussi en compte pour beaucoup. Et quand on les promène pendant 15-20 minutes pour aller chercher un autre patient et revenir, ils ont la pression, ils ont le stress de leur rendez-vous, des horaires de rendez-vous, etc. Et coordonner tout ça, ça reste quand même très compliqué par rapport au secteur démographique, notamment des ambulances de campagne. Et je rebondis aussi juste du coup sur le TPMR. On a aussi confronté à un autre problème parce que moi j'ai voulu lancer ça. Et en fait, c'est que les acteurs locaux se sont organisés en fonction de ça. Il n'y avait pas chez nous, là où je suis, il n'y avait pas de possibilité. Il n'y avait pas de société qui proposait ça. Et du coup, les acteurs locaux, les régions, les départements, les organismes, même les structures se sont déjà organisés sur ça. Et du coup, en fait, moi, j'ai voulu lancer ça et personne ne m'a répondu en me disant oui, ça peut être intéressant. Sur le transport partagé, vous avez raison, il y a un enjeu de pédagogie. Et en même temps, je me rappelle très bien quand on construisait cet enjeu de transport partagé, à la fois ce qui va être discuté dans le PLFFS va nous aider, c'est cette pédagogie, comme vous le disiez Thibault, qui a existé autour du médicament générique, donc il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas chez nous. Et après, je me permets de répéter une chose, Thibault l'a dit à plusieurs reprises, on parle uniquement des transports itératifs. Donc ça veut dire que ce sont des transports sur lesquels, et je ne dis pas que c'est facile tous les jours, où ce transport partagé est plus facile à organiser. On ne parle pas de la sortie de l'hospice, de tout ça, parce que là, on sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué. On a véritablement zoomé dans notre avenant 11 sur cette partie itérative. Et c'est sur cette partie itérative qu'on sera incentivé, si je puis dire les choses comme ça, pour voir si effectivement on a réussi cette amélioration du transport partagé. Question dans la salle. Oui, alors, attendez, je vais là et je viens à vous. Je reste sur ma ligne. Ouais. Bonjour, Christophe Barine, ambulancier dans le 44. Moi, j'avais une question par rapport à la pénalisation des patients sur le transport partagé. Pourquoi ne pas imaginer l'inverse? C'est-à-dire que plutôt de pénaliser ceux qui le refusent, pourquoi ne pas valoriser ceux qui l'acceptent au travers d'une remise sur la franchise du reste à charge, par exemple? L'assurance maladie connaît les gens via la facturation qui acceptent le transport partagé. Il y aurait moins, je pense, de traitement au niveau de l'assurance maladie, moins aussi au niveau des entreprises. Donc ce serait là du gagnant-gagnant. Ce serait gagnant pour les entreprises, gagnant pour l'assurance maladie et gagnant pour les patients. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez lever la main de l'autre côté aussi? Voilà, j'arrive vers vous. Il faut garder la main levée. Parce que voilà. Ah ben vous avez un micro. Alors allez-y. Bonjour. On t'entend plus, Yann. Celui-là marche. Donc, Yann Cazer, ambulancier dans l'Est de la France. Je rejoins complètement le point de vue de mon collègue de l'Est.
C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment du perdant-perdant, dans le sens où le pharmacien, lui, on vient chercher le médicament, il va payer directement. Nous, on va faire le transport, et c'est derrière qu'on fait la démarche de règlement. Alors, mis à part les sociétés en ville qui se font payer ce qu'on appelle, entre guillemets, au cul du camion, en rural, ça, on ne sait pas faire. La deuxième chose, là où je ne suis pas forcément d'accord, moi, c'est pour les transports itératifs. C'est que les patients dialysés, c'est quand même des personnes fragiles qui ont une pathologie. 3 fois par semaine, ils iront à vie en dialyse. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire une consulte avec une hospite ou une sortie. Ensuite, par rapport au discours, on va encore, nous, ambulanciers, être confrontés aux patients. La communication va venir de nous. On est tous ici dans la salle à dire qu'on a une activité qu'on n'arrive plus à faire tellement il y a de patients à transporter. Donc on prend des tirs à longueur de journée. Et là, c'est encore nous qui allons aller au front. La communication, elle doit venir de l'ARS, de la CPAM, mais ce n'est pas toujours à nous d'aller au front. Ouais, peut-être un mot de réaction de Thibault là-dessus. Oui, et je laisserai les collègues compléter. Ouais. La communication pour les patients, je pense que le gouvernement, si encore une fois, si c'est voté par les parlementaires, le gouvernement va la faire, et nous, côté CEPAM, on va évidemment la faire. On avait déjà fait des campagnes de communication sur le transport partagé, et on le fera sans difficulté. Là où je pense que vous avez raison, c'est que oui, ça va changer votre manière peut-être de faire, et il va falloir, en amont d'un transport, savoir si le patient accepte ou non. Déjà pour qu'il soit au courant et que vous ne retrouviez pas à lui annoncer à la fin d'un transport. Et sur la manière de facturer, je comprends que ça puisse changer des choses dans votre manière de fonctionner. Il va falloir qu'on se mette tous autour de la table justement pour que cette mise en œuvre elle soit la moins lourde pour vous et la plus faisable. Mais encore une fois, on est convaincu que les patients vont accepter ce type de transport partagé. Vous citez la dialyse. L'idée, c'est si un patient... ces conditions ne sont pas réunies, médicalement, ils diront non, pas un transport partagé pour ce type de patient, mais globalement, et les autres pays le font, donc il n'y a pas de raison qu'en France, on n'y arrive pas. Ce type de transport, il doit pouvoir se faire de manière partagée. Et à un moment, on n'a pas le choix, il faut qu'on progresse là-dessus. Et encore une fois, si l'enveloppe financière qu'on a pu proposer dans l'avenant 11 est aussi importante, c'est parce qu'on est convaincu qu'on va augmenter le transport partagé. Sinon, il y a un morceau de l'équation qui ne fonctionne plus. Autre question ici. Bonjour, Florent Vasseur, ambulancier dans le Pas-de-Calais. Tout à l'heure, vous avez parlé d'administrés qui ont des difficultés à trouver des transporteurs et vous avez parlé de forfaits courte distance. Par contre, les difficultés, et nous, c'est ce qu'on rencontre sur notre territoire. J'ai encore reçu un courrier de la CEPAM locale qui me dit 42 administrés dans un rayon de 30 km de mon établissement n'ont pas de transporteur. Sauf que moi, je ne fais pas 30 km à vide pour aller chercher un patient parce que ce temps passé, ce kilométrage réalisé n'est pas facturable. Est-ce que vous avez pensé dans la clause de revoyure au kilométrage d'approche pour les zones rurales ? Alors sur cette clause de revoyure, effectivement, cette clause de revoyure, elle va s'assurer que l'avenant 11 corresponde aux réalités économiques de nos boutiques. Donc ça, effectivement, c'est une discussion qui va être remise sur la table. Après, est-ce qu'il y aura un kilométrage d'approche ? C'est effectivement aujourd'hui pas du tout la structure de notre tarif. Mais en même temps, c'est ce que disait tout à l'heure Thibault, hein, il y a des choses qui sont nouvelles dans cet avenant 11 auxquelles nous-mêmes, on n'avait pas forcément pensé. Ces forfaits sur les véhicules, ça a avancé. Ces enjeux de deux tarifs certifiés, tarifs non certifiés, ça a avancé alors que ça n'a jamais existé. Cette clause de revoyure, ça n'a jamais existé. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire, parce qu'on est rentré dans ce nouveau contexte économique, qu'on a cette signature de partenaires responsables qui traduit cette envie d'avancer. Je pense que demain, on pourrait tout à fait imaginer des tarifs qui soient aussi différents et qui collent encore un peu plus à la réalité économique de nos boutiques. Je pense qu'avec cet avenant, c'est ce qu'on a fait. Et en même temps, cette clause de revoyure, c'est aussi, j'ai envie de dire, un acte responsable de tout le monde, de dire, bah oui, il faut qu'on se revoie sur cette fin d'année 2024 pour voir comment ça tourne réellement, pour essayer de trouver à chaque fois le bon petit ajustement qui aille au mieux, quoi. Et ça reprend juste ce qu'on se disait, c'est qu'on a eu le débat collectif de se dire est-ce qu'on refait un avenant 11 ou est-ce qu'on refait une convention totale. L'urgence de la situation, et je pense qu'il fallait qu'on aille très vite et qu'on fasse ça de manière ciblée. On a choisi l'avenant, ce qui a permis justement, et ce qui permet au 7 novembre d'avoir ces augmentations de tarifs, sinon on n'aurait pas pu le faire dans ces temps-là. À un moment, voilà, il y a d'autres sujets qui n'ont pas pu être abordés ou poussés suffisamment, et c'est dans cette logique qu'on s'inscrit de co-construction. Et donc s'il faut qu'on réfléchisse à des modes de tarification différents et qu'on regarde si ça a un intérêt dans certains types de transport, vous nous trouverez toujours pour peaufiner et instruire ces sujets-là avec vous et voir si,
à terme s'intégrer dans un accord conventionnel. Si je peux réagir, Régis, sur le transport partagé, parce que ça a fait réagir beaucoup. Deux choses importantes. La première chose, c'est Jean-Luc qui l'a dit tout à l'heure, hein, dans nos entreprises, et dans les vôtres, dans nos entreprises globalement, le transport partagé, on en fait. Parce que la façon dont tournent quelquefois les questions-réponses, on a l'impression qu'on n'en fait pas. Non, on en fait. Et globalement, quand il y a la pédagogie, et à aucun moment on ne parle de transport partagé sauvage, le patient, il accepte ce transport partagé. Cette pédagogie, elle existe encore, elle existe déjà. Alors oui, il y a un effet d'accélération à faire à travers cette communication. Je suis assez convaincu que, effectivement, ce qui est discuté au PLFFS va nous faire accélérer très grandement la discussion. Et après, il y a autre chose quand même, hein. On parle du bonus-malus. Et quand on parle du bonus-malus, on retient que le malus. Enfin, il y a quand même le bonus. Et moi, mais vous connaissez mieux les chiffres que moi, Thibault, les entreprises qu'on a regardées, elles sont assez bien placées en termes de bonus-malus. C'est-à-dire que concrètement, le bonus-malus, c'est si ton taux de transport partagé est inférieur à 5%, tu es malusé. Posons-nous la question, combien d'entreprises sont aujourd'hui inférieures à 5%? On a regardé beaucoup d'entreprises. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc il y a un moment, il faut pas regarder le transport partagé en disant attention, il y a le malus. Non, déjà, nos entreprises pratiquent le transport partagé et cette pédagogie existe déjà chez beaucoup d'entre nous. Et en plus de toutes les enveloppes de l'avenant 11, 5 millions ont été versés au titre du bonus transport partagé pour plus de la moitié des entreprises. Donc c'est déjà des acteurs du transport partagé, hein. On va avancer. Oui. Et on va avancer sur l'autre grand dossier qui est la mise en place de l'UPH. Et c'est un gros morceau aussi, peu de le dire. Avec, on le voit là, les points positifs. La réponse territoriale plus forte les jours de semaine, le taux de carence en baisse. Alors la réforme, l'année dernière, on en parlait dans cette même convention avec certaines appréhensions tout de même. Elle s'est mise en place très rapidement avec une forte réponse, avec vraiment des points positifs forts. Vincent, est-ce que ça vous surprend et comment est-ce que vous expliquez que finalement ça soit plutôt bien mis en place ? Si ça s'est bien mis en place, c'est qu'on l'attendait depuis longtemps quand même. Donc on avait hâte qu'elle arrive. Peut-être qu'on a surpris le ministère, la DGOS, sur la rapidité de mise en place sur certains départements. Parce que, pour rappel, un décret qui passe un 13 avril 2022 ou un 20 avril 2022 et puis une application au 1er juillet avec une date quand même au 1er novembre si les départements n'étaient pas prêts, c'était un vrai acte d'engagement des ATSU. Ça a permis deux choses, et même plusieurs, mais j'en retiendrai deux principalement. C'est qu'on a démontré que les ambulanciers ne voulaient surtout pas disparaître de l'urgence. Et ça, je pense qu'on est tous autour de cette table et dans la salle à vouloir le démontrer haut et fort auprès de l'assurance maladie, mais aussi auprès de nos instances du ministère. Le deuxième sujet, c'est que ça a permis de professionnaliser les ETSU et les fédérations représentatives du transport sanitaire se sont vraiment mobilisées auprès de leurs ATSU pour les rendre professionnels. Il y avait aussi un enjeu, bien entendu, de réponse à l'urgence en journée. Cette réponse en journée, elle était organisée dans certains départements, des départements qui performaient avant la réforme. Et l'objectif de cette réforme, ce n'était pas de les rendre moins performants qu'avant, bien au contraire. Il y a eu ici ou là des petits couacs dans la mise en place, mais on peut dire globalement qu'aujourd'hui, la réponse opérationnelle a réussi. La seule chose qui, malheureusement, est le bémol, c'est toujours ce regard de modèle économique, ce regard côté assurance maladie, et je le dis tranquillement devant Thibault Zaccherini, ce côté, on regarde l'ambulancier comme une dépense dans l'UPH, mais on ne regarde pas l'offre de soins qu'il propose à côté. Donc ça, il faut absolument qu'on progresse, mais je pense que la transparence qu'on a mis en place et tous ces échanges qu'on a avec l'assurance maladie vont aller plus loin. On reparlera forcément des points de vigilance à avoir tout à l'heure. On les voit s'afficher, ces points de vigilance. Et dessus, je voudrais commencer en prenant peut-être déjà le retour du terrain de vous deux un peu sur ces sujets-là, parce que, commençons par vous, Jean-Luc, parce que l'UPH, vous la connaissez depuis avant qu'elle n'existe. 2014-2016, en Haute-Garonne, une expérimentation pilote en la matière. Aujourd'hui, comment vous voyez, vous jugez la mise en place et quelles difficultés ça pose encore pour vous ? Écoutez, oui, on l'a mené de 2016 à 2022, juste avant que le décret ne passe. Ce que je vois là,
avec un an de recul aussi, puisqu'on va parler concrètement, on a un an de recul aujourd'hui. Ce que je vois, c'est que tous les départements qui sont partis il y a un an d'une feuille blanche et qui ont reconstruit leur sectorisation, aujourd'hui, on regarde globalement, c'est 50% de baisse de la carence dans le département, ce qui est absolument intéressant, parce que l'objectif du décret, c'était bien celui-là, quand même, faire baisser la carence. Donc, effectivement, on voit dans un grand nombre de départements que les gens ont repensé mettre une ambulance dans quelle heure, quand, comment, c'est-à-dire là où on en a clairement besoin. Et vous le disiez tout à l'heure, là où on a ouvert à la journée dans beaucoup de secteurs, on a obligatoirement créé des missions. Le deuxième élément, c'est le rôle du coordinateur ambulancier. Ça, il faut le souligner, c'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose qui a... Et je regrette encore qu'un an après, 40% des coordinations ambulancières soient hospitalières. Ça, je le regrette, parce que là où, effectivement, on a des coordinations à la main des ATSU, puisque Vincent disait très justement qu'on a professionnalisé les ATSU, et c'est une vérité. Donc là où on a, effectivement, la maîtrise de la coordination, on a aussi la maîtrise de la carence. Et ça, c'est un vrai sujet, notamment quand on parlera de la tripartite et autres. Le troisième élément qui est important, c'est qui dit coordinateur ambulancier, dit système informatique ambulancier. Beaucoup de départements se sont développés avec. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est encore, je dirais, Beyrouth. Mais ceux qui l'ont fait ont une vraie plus-value en termes de traçabilité, en termes d'efficience et tout le reste. Les aspects techniques, là aussi, le matériel qui a été mis à bord des ambulances, les catégories A type B, le volontariat, tout ça sont des aspects humains et techniques qui ont favorisé, je dirais, l'efficience de la garde. La formation professionnelle, c'est un vrai sujet. La montée en compétences. Aujourd'hui, beaucoup revendiquent l'urgence vitale chez les ambulanciers, mais il faut être compétent. Moi, je dis qu'il faut être compétent, c'est important. Donc, les nouveaux gestes, c'est quelque chose qui est très attendu à la fois pour cette montée en compétences, mais attendu également sur aussi l'ambulancier post-avancé de l'hôpital. Moi, je me projette déjà dans des expérimentations de téléexpertise, télémédecine et autres. C'est très important d'y aller parce que les pompiers commencent à le faire déjà. Et c'est ensuite la valorisation des ATSU. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable rôle. Et je dirais que globalement, j'ai balayé en quelques secondes les éléments qui me semblent les plus importants. Avec le complément de Christian aussi, est-ce que vous partagez notamment ce que dit Jean-Luc sur le fait que territorialement, c'est plus contrasté que ça n'en a l'air? Oui, alors effectivement, tout ce que vient de dire Jean-Luc, c'est ce qui sort des textes et qui effectivement est bénéfique. Plus que de professionnaliser, plus que de professionnaliser, on a aussi donné des valeurs aux ATSU, d'impartialité, de neutralité, donc d'équité, et tout ça, ça a été écrit. Alors, ce n'était pas le cas sur tous les terrains, et ça aussi, ça a demandé où il y a eu des retours d'allumage sur certains territoires. On a eu une montée en charge parfois difficile sur certains territoires parce qu'il y avait des luttes intestines entre les ambulanciers sur un secteur. Et donc, ça a aussi arrivé à dire il y a une clé de répartition, le président de là-dessus s'implique fortement pour arbitrer. J'ai eu à vivre à des moments costauds pour arriver à... Au choral, comme vous avez dit. Voilà, ça a été par endroits un peu au forceps. Et puis, il faut mettre de la méthode, il faut arriver avec du management, avec des outils qu'il a fallu fabriquer parce qu'on est parti effectivement d'une feuille blanche avec 0 outil. Et effectivement, mettre en place une clé de répartition sur un territoire qui s'équilibre au fur et à mesure qu'on infecte une garde, ça demande une certaine technicité pour arriver à mettre en œuvre. Mais par contre, c'est imparable parce qu'on balaye derrière complètement tous les préjugés qu'on peut avoir et les ressentiments. Donc ça a été, sur les territoires dont je me suis occupé, toujours une clé facteur de succès. Donc on a professionnalisé. Je rejoins la difficulté, je m'occupe de plusieurs territoires et il n'y a que des coams hospitaliers. Il y a même sur un territoire un SI ATSU à la charge de l'hôpital. Mais bon, c'est ubuesque. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour rater la réforme. Quand on a en plus un directeur de SAMU qui, en fin de compte, n'a qu'une vision de vision hégémonique et qui nous vassalise, eh bien, en fin de compte, ça devient très compliqué de dire qu'on va monter en compétence. Quand on parle de la compétence, de l'intégrer dans la bipartite ou la tripartite, tout ce genre de choses, pour lui, c'est un milieu. On a des SI à un TSU qui ne sont pas interopérables avec les SI SAMU.
Mais comment c'est possible? Donc là, il va falloir qu'il y ait un gros coup de poing qui soit mis sur la table de la part de la santé pour arriver à dire ça n'est pas possible d'avoir 2 systèmes informatiques qui ne soient pas en interopérable, en bidirectionnel. C'est impossible. Si on veut réussir, là aussi, on va gagner. Quand on parle à un directeur de SAMU de la géolocalisation des vecteurs, c'est même pas à quoi ça sert. Voilà. Et donc, quand on a dans notre convention mis des missions à la charge du COAM, mais le SAMU, il n'en a rien à foutre. Il y a aussi des départements qui ont des COAM payés par l'ARS. Et aujourd'hui, c'est l'ATSU qui se débrouille de son RMG et qui se débrouille des sorties blanches et des indisponibilités. Parce que le COAM ne le fait pas. Enfin, on vit de tout. De tout. Et donc, effectivement, là, il faudrait que les ARS aient une vision un peu descendante pour arriver à ce que la gestion du COAM, moi, je l'ai proposé sur un territoire, c'est de dire il faut arriver à faire ce que l'on sait faire. S'il y a besoin de 3 COAM à midi, à minuit, il y en a peut-être besoin que d'un sur 3 départements, ou sur 2, ou sur 1. Et donc, il faut arriver à réfléchir à cette organisation, cette structuration. Ça, c'est la prochaine étape. Mais il va falloir que les institutions nous aident parce qu'on ne va pas réussir à déverrouiller les SAMU dans ce point-là. Ouais. Maurice, en réponse et en complément peut-être pour aborder quelques points de vigilance, et ça, c'est aussi avec vous, Maurice, cette montée en compétence des ATSU, c'est aussi un outillage à mettre en œuvre. Et on le voit, le tableau RMG, il est très perfectible et chronophage. Et comment il pourrait l'être moins et chronophage et plus perfectible? Alors, 2 choses. Tu as raison, Christian. Le démarrage de l'UPH, ben forcément, à certains endroits, il a été compliqué, même si aujourd'hui, globalement, on peut quand même se féliciter de ce qui se passe à la fois en termes d'activité. Et n'oublions pas qu'on est passé d'un paiement de RMG au trimestre à un paiement de RMG au mois. Et ça a été quand même une grande avancée. Rappelons-nous l'ADN de cette réforme TUPH. L'ADN de cette réforme TUPH, c'était de dire il y a un modèle économique. Et d'ailleurs, Thibault le sait, ce modèle économique, on va aussi le remettre sur la table dans ce groupe de travail TUPH. Il y a un modèle économique, il est national, mais après, il y a un modèle économique, un modèle d'organisation, il est local. Parce qu'il n'est pas question que ça soit nous, Fédération à Paris, qui définissions un modèle d'organisation sur chacun de nos territoires. Ça n'existera pas, ça ne marchera jamais. Et donc, et je pense que c'est une très bonne chose, il faut que ça se discute, que ça s'organise, que ça se négocie localement. Et forcément, ça veut dire qu'on a obligatoirement besoin, Vincent, tu l'as dit, d'une ATSU qui est beaucoup plus acteur dans certains endroits qu'elle pouvait l'être, où effectivement elle a l'obligation d'aller sur des sujets qui sont quelquefois nouveaux pour nous, c'est vrai, et des sujets qui ne sont pas faciles, mais en même temps, c'est aussi une clé de la réussite. Donc c'est une très bonne chose d'avoir localement la nécessité de discuter ce genre de choses. Après, je n'ai pas peur de le dire, hein, Jean-Luc il a commencé à aborder le sujet, on a un rendez-vous extrêmement important dans quelques semaines, c'est cette convention tripartite. Cette convention tripartite et sa signature, ça sera, si on arrive à signer dans de bonnes conditions, ben c'est aussi l'opportunité de laisser l'ambulancier, l'entreprise de transport, en tant qu'acteur de référence dans l'urgence. Et donc, ça veut dire qu'il faut absolument réussir cette TUPH, cette convention tripartite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans cette convention tripartite. On va revenir sur la convention. Je reste un peu sur les ATSU. Voilà. Et les ATSU et les outils. Il y a quelqu'un qui fait des remixes là parmi nous. Les ATSU et les outils associés. Le tableau RMG, il donne des fichiers qui ne sont pas toujours les mêmes partout, qui sont perfectibles à certains endroits. Ça, c'est le constat et c'est la problématique. En ça, c'est du temps qui est passé pour des résultats qui ne sont pas toujours qualitatifs. Donc, comment on outille mieux? Alors, moi, je ne partage pas forcément le constat que tu fais, Régis. On a quand même, tu l'as dit, Jean-Luc, tu l'as dit, on a professionnalisé les ATSU. Ça veut dire que les ATSU, aujourd'hui, elles ont pour l'essentiel des outils. Et quand je dis des outils, je vais rentrer dans le dur là. On a des outils pour notre coordonnateur ambulancier qui, de plus en plus dans les départements, sont non seulement câblés aux outils du SAMU et qui, en plus, permettent, quand je suis coordonnateur ambulancier, de recevoir de la part de l'entreprise en automatique son activité TUPH. Et donc, on a dans beaucoup d'outils, et maintenant tous les éditeurs le proposent, ces outils qui permettent véritablement de fluidifier
ces enjeux de où se passent les flux, les sorties blanches, les carences, et derrière, la facturation que la TSU doit envoyer à l'assurance maladie. Alors, bien évidemment, Régis, il y a des endroits, je n'ai pas peur de le dire, où tu constates encore que dans certaines ATSU, on n'est pas encore sur l'outil. Et donc, forcément, si on n'est pas encore sur l'outil ou si on démarre à peine sur l'outil, c'est vrai, il y a des lourdeurs, mais il y a aussi beaucoup de départements qui se sont outillés. Et donc, quand on dit outils, on se retrouve dans des réflexes comme quand on a dans nos entreprises, avec finalement des outils qui tracent des flux et qui refacturent. Et je le dis quand même, je ne dis pas que dans des endroits, il n'y a pas des choses difficiles, mais quand on passe, et ça aussi c'est un acquis extrêmement important, d'un paiement du RMG qui s'est fait au trimestre, qui montait à Paris, qui redescendait dans les territoires, et là on avait vécu des moments qui n'étaient pas simples, mais c'était le démarrage, je m'en souviens très bien. À un moment où le paiement se fait tous les mois, et maintenant il est régulier, on a avancé. Alors bien évidemment, il y a encore des zones de crédit, mais on a avancé. C'est un monde idéal que tu nous décris, Maurice. Non, c'est un monde réel. Si, c'est un monde idéal. On sait tous, président d'ATSU ou membre d'un bureau d'ATSU, que ce n'est pas aussi idyllique que ça. Les ERP de nos entreprises ne sont pas tous et toutes aussi fiables que tu le décris. Non, mais faut aussi rappeler la réalité de ce qui nous arrive tous les mois lorsqu'on reçoit les tableaux des entreprises adhérentes de la TSU. Ce n'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire avec les éditeurs. Je te rejoins sur le sujet. Cet import d'outils, dans l'outil du SI ATSU, ce serait l'idéal. Je reviens juste sur le RMG et sur le côté 3 mois, le côté mensuel. Certes, on a gagné en trésorerie, notamment pour nos entreprises, et ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, il y a un sujet derrière. J'aimerais bien que le RMG soit à 0. Parce que ça voudrait dire quoi ? Qu'on travaille de notre activité. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Quand on dit qu'il y a une lente démobilisation des entreprises volontaires, c'est parce qu'aujourd'hui, nos équipes ne sortent pas assez. Alors, on est peut-être responsable parce qu'on a peut-être mis trop de secteurs de garde, et puis il faut peut-être revoir la voilure. Mais il n'empêche qu'il y a une vraie question à se poser sur l'activité d'évoluer aux ambulanciers sur le terrain. Et c'est le sujet des tripartites, mais je ne vais pas faire le lancement d'après. Je laisserai Régis le faire. C'est justement, j'y arrive, donc ça s'appelle une bonne introduction. Point, une baisse d'activité depuis le début de l'été. Donc, pourquoi, qu'est-ce que ça dit et dans quelle mesure ça interroge la répartition des sorties justement qui est derrière ? Il y a un facteur qui a déclenché cette baisse d'activité dans beaucoup de départements. Depuis quand à peu près ? Depuis le début de l'été. Quand on dit début de l'été, c'est depuis mai-juin. Parce qu'on est à facile 6 mois de mise en application de la réforme sur l'ensemble du territoire. Une réussite opérationnelle, notamment en journée du lundi au vendredi, qui n'existait pas auparavant. La garde était simplement sur les nuits, samedi, dimanche et jours fériés. Et donc, cette mise en place de la réponse H24, eh bien, il y a un acteur qui sont les pompiers, qui ont vu cette activité plutôt baisser. Et là où la réponse opérationnelle qui était proposée par des ambulanciers, avec un SAMU qui a envie de travailler avec les ambulanciers, parce qu'il y a une vraie abnégation du président de la TSU, de ses membres, et puis des ambulanciers en général du département, à démontrer qu'ils sont capables de faire d'urgence préhospitalière, de former leur personnel. Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, c'est un point important pour notre métier. Eh bien, là où ça a matché, eh bien, il y a des vases communicants qui se sont faits sur un déclenchement moindre des pompiers, et puis une volonté des pompiers d'aller rechercher de l'activité, et puis parfois des SAMU qui disent finalement, le moins de 30 minutes, on le met aux pompiers, et le plus de 30 minutes, on le met aux ambulanciers. Je vais reprendre l'adage de bon nombre d'ambulanciers qui se reconnaîtront. Là, on rentre dans la permanence de soins, on n'est plus dans l'urgence préhospitalière. Et ça, c'est un vrai écueil qu'il faut être vigilant, nous, à TSU, nous, Fédération de Transport Sanitaire, parce qu'il faut qu'on soit vraiment très vigilant sur cette dérive. On a la signature de la convention tripartite. C'est vraiment un sujet important qui doit arriver sur la fin de l'année. Aujourd'hui, quand on n'est pas sûr et quand on a peur de cette convention tripartite, il vaut mieux pas la signer. Parce qu'on donne des bâtons pour se faire battre, et demain, on disparaît d'un marché, j'ose dire d'un marché de l'urgence, mais pour lequel on peut être dans la jonction avec l'attractivité de notre métier. Les jeunes viennent aussi dans notre métier pour ça. Qu'est-ce qu'on reproche aux pompiers ?
reproche le terme, on l'entend. Quel est le... Comment je vais réussir à le dire? Waouh! Donnez-moi 2 secondes. Comment est-ce qu'on peut repenser différemment? Non, là, je ne vais pas y arriver non plus. Mais quel est l'enjeu de qualification de ces carences qui se posent depuis juin et qui fait que le coût augmente alors que l'activité, en réalité, je disais pas tout tant à que l'heure ça. que l'assurance maladie a une... Je ne veux surtout pas blesser, mais a une vision de l'ambulancier, parfois un peu trop souvent sur la dépense. Ce qui se comprend, la dépense, on est tous là pour la collectivité et le denier public, on doit être vigilant et faire attention. Aujourd'hui, le prisme de la carence, c'est souvent le regard qui est donné sur l'ambulancier dans la réponse à l'urgence. Les carences augmentent, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables, et les carences baissent, les pompiers se plaignent parce qu'ils ne font plus de mission. Et puis, tout d'un coup, à compter du moment où la carence a réellement baissé, ils sont prêts à nous donner ici ou là des missions supplémentaires, du renfort brancardage, de la mission sur les stades de foot ou les salles de sport le samedi après-midi, parce que finalement, c'est de la petite entorse et bon, les ambulanciers peuvent faire ça, et nous, on va garder la vraie urgence. C'est ces mots-là qu'on entend dans les sous-comités. C'est ces mots-là qu'on entend dans les réunions tripartites. Et aujourd'hui, nous, fédération, on doit défendre notre métier dans ce caractère de l'urgence. Alors ça passe par de l'investissement, ça passe par l'homogénéisation de la réponse. On a commencé avec la réforme, avec cette réponse H24. Il faut qu'on aille encore plus loin, que chaque fois qu'on appuie sur un bouton blanc, eh bien, on a le même véhicule, la même compétence d'ambulancier formé, on a le même matériel. Alors on y travaille en ce moment avec le ministère, avec la refonte de l'équipement des ambulances, mais il n'empêche qu'on a besoin de cette homogénéité de réponse, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent quelque chose qu'on nous reproche. Et aujourd'hui, les pompiers, là où on avait une bonne synergie de travail, une bonne relation, eh bien, il faut qu'on soit vigilant dans cette tripartite, que ce soit écrit, et surtout sur la définition de la carence ambulancière. Les points clés justement de cette convention, Maurice, pour qu'elle soit signée et surtout qu'elle donne vraiment le cadre, parce que c'est son enjeu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les points d'attention, de vigilance forte de ces conventions-là pour vous? Je pense, alors Jean-Luc le dirait mieux que moi, mais je pense qu'il y a 3 points. Je reviens sur ce que disait Vincent, il a raison, il faut absolument qu'on soit très clair dans l'arbre des décisions blanc-rouge, pour pas qu'on observe ce que tu décris très bien. Il y a un enjeu de la carence, et pas simplement de ce qu'est la carence, hein, Régis, de ce départ pompier qui, derrière, requalifie une carence ambulancière une fois le transport réalisé. Parce que Vincent l'a très bien dit, hein, quand on arrive dans ces comités, quelquefois, on a nos chiffres, ils ont leurs chiffres. Et ça, c'est pas possible, puisque dans le texte, c'est le coordonnateur ambulancier qui doit valider la carence. Donc on a ces enjeux d'arbre de décision, on a cet enjeu de carence, et notamment de cette carence après la course pompier. Et puis, bien évidemment, ce rôle du coordonnateur, il est majeur, il est central. Et Vincent, tu as raison, hein. Si sur certains départements, cette convention tripartite, on considère que ce n'est pas la bonne, il ne faut pas la signer. Parce que derrière, ça peut être un frein supplémentaire à ce que nos entreprises soient cet acteur de l'urgence que nous devons être. Ouais, un mot, Jean-Luc, chez vous, comment elle avance, cette convention, et comment vous la travaillez, justement? J'allais dire qu'il y a 2 situations. Il y a celle où les acteurs s'entendent bien, définissent clairement ce qu'ils veulent. C'est le cas d'un département comme le mien. Moi, mon directeur de SDIS a dit « Je veux réduire à 70% mon activité SUAP ». En contrepartie, quand on regarde d'où on vient, on est passé de 32 à 72 000 interventions. On est la 4e ville de France. Airbus, 10 000 habitants par an qui rentrent en Haute-Garonne. Donc, le principe, c'est quoi? Alors, bien sûr, Thibault sera regardant des 6 millions que ça coûtait en 2016 et des 11,5 millions que ça coûte aujourd'hui. C'est clair, mais en contrepartie, il faut regarder derrière que 10% d'activité de moins pour un SDIS, c'est important et c'est une économie non substantielle. Donc ça aussi, on a tendance un peu à l'oublier, si tu veux. Donc il y a le contexte où les acteurs s'entendent, définissent clairement les choses, l'arbre décisionnel est clair, et puis il y a les départements où on va nous mettre le caillou dans la chaussure qui s'appelle Matras. Et ouais, les décrets d'application ne sont pas là, mais beaucoup de directeurs de SDIS dans les sous-comités brandissent Matras. Et Matras, c'est quoi? Ce n'est pas la même définition de la carence que le décret TUPH. À savoir? À savoir qu'il
il t'oppose effectivement ton indisponibilité, mais il t'oppose aussi la requalification de leur mission. Toi, SAMU, tu m'as envoyé sur une urgence vitale, mais en contrepartie, je m'aperçois que finalement, c'est une entorse de la cheville. Donc, je te requalifie la mission et c'est une carence. Et la loi Ça veut dire Matras, que la mission coûte 2 fois. Elle Ouais. coûte à la sortie pompier en Et le requalification pire- sur les ambulanciers. Et le pire, il est, alors que on rémunère les endroits où on n'est pas, on rémunère au SDIS aujourd'hui, dans l'organisation de la garde, les endroits où on n'est pas présent. Ils sont rémunérés à 12,44 € de l'heure, plus 200 € la mission. Et ils comptabilisent encore ces missions pour lesquelles ils sont rémunérés justement par les ARS comme des carences supplémentaires. Quand tu mets tout ça bout à bout, ça explique ce que disait Maurice à l'instant, les différences que tu as entre le calcul du coordinateur ambulancier et le reste. Maintenant, il faut imposer dans la convention tripartite que le calcul de la carence est celui du coordinateur ambulancier. Point. Sinon, on ne signera pas. C'est pas très compliqué. Christian, sur ce même sujet. Oui, on est toujours, effectivement, on redit tous la même chose parce qu'on vit tous la même chose. Donc cette tripartite, elle a un double piège, c'est qu'on voit disparaître les conventions bipartites ATSU, SAMU, et qu'elles soient écrasées par la bipartite SDIS, SAMU, et qu'en fin de compte, on y perde un peu notre âme. Hein. Et donc, alors, effectivement, les ARS accompagnent. Et je parlais tout à l'heure d'une vision prospective des années 80. Et si on ne fait pas attention, il faut comprendre que le TUPH, c'est moins de 30 minutes. Demain, ils seront payés par l'assurance maladie. Mais pas au même taux, avec le même lobbying national qu'ont les fédérations ambulancières, que celles à FNSP ou les pompiers. Voilà, parce qu'on voit avec en fin de compte, cette problématique de lutte entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé, où on sait qui gagne à chaque fois. Donc en fin de compte, on voit que les 200 €, en fin de compte, c'est un leurre. Hein. On a augmenté fortement d'un seul coup, là où on coûte que 150 €. Alors effectivement, on va nous remettre des missions, et c'est pour ça que on avait que, excusez-moi d'être trop vieux, hein, parce que je reparle encore des années 80, mais on avait deux courants de pensée. Il ne faut pas mettre en place d'ASSU tant qu'on n'a pas de tarif. Et ceux qui disaient qu'il faut mettre des ASSU pour aller chercher l'activité. Et on en est encore 30 ans plus tard au même point avec la compétence. Voilà. Et on ne va pas aller chercher de l'argent pour ça. Eh bien, effectivement, la rémunération à l'acte, comme ça se fait pour d'autres professionnels de santé, il faut y penser vite pour qu'on puisse avoir un modèle économique à ce développement derrière. Sinon, si on ne met pas ça, effectivement, on va se retrouver piégé. Et ce que je disais sur l'augmentation de l'offre début des années 90, on aura la même chose avec les mêmes conséquences sur l'urgence dans quelques années et les budgets SDIS. Jean-Luc voulait compléter. Oui, si tu veux, on est revenu un peu comme en 2008, où les pompiers pensaient qu'on n'était pas capable de s'organiser, avec le décret de 2003, et puis ils ont commencé à faire la première convention bipartite, alors que les tripartites commençaient à mûrir. Là, ils nous refont le coup, avec Matras un petit peu, ils nous refont le coup parce qu'ils voient effectivement notre montée en compétence. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez des arbres décisionnels et puis vous avez des gestes aussi depuis 2022. Donc vous pouvez nourrir l'arbre décisionnel en disant sur le thoracique on peut être là, sur l'injectable on peut être là, On développe etc. l'idée l'année dernière de l'ambulancier post-avancé de l'hôpital. Ils te répondent cette année par leur VLSM, leur véhicule léger avec une infirmière à bord, pour effectivement anticiper sur cet ambulancier porteur de... Mais le coût, il ne sera pas le même. Donc à un moment donné, il va falloir quand même que l'intérieur, la santé, se parle de manière concrète sur les budgets, là où M. le maire cherche chaque année des économies, pour qu'à un moment donné, on ne soit pas toujours deux effecteurs à faire les choses de la même façon. Il faut qu'à un moment donné, on regarde le modèle économique, il est quand même le nôtre, plus efficient à tous les niveaux. La montée en compétence, c'est une réalité. Et il faudra regarder quand même du côté de l'intérieur, de ne pas vouloir tout à tout prix et de faire toujours l'enfant gâté, quoi. Excusez-moi le terme. Vincent, oui. Ça marche. Oui, juste pour reprendre ce qui a été dit sur l'arbre décisionnel, cet arbre décisionnel, c'est cette pierre angulaire de la convention tripartite. Et aujourd'hui, dans les départements où ça fonctionne, dans les départements où il y a une vraie synergie, Jean-Luc l'a rappelé dans son département, c'est quand on a à l'esprit que cette réponse à l'urgence préhospitalière, cette réponse aux soins d'urgence, elle est dans l'intérêt du patient.
Dans l'intérêt du patient, c'est le mieux-disant temporel. C'est une phrase choc peut-être qui peut choquer dans certaines conventions ou dans certains sous-comités de transport sanitaire, mais aujourd'hui, c'est ça la réalité. Pourquoi le patient n'aurait pas le droit au meilleur vecteur qui est le plus près pour répondre à son soin d'urgence? C'est ça la réalité et qu'on doit inscrire dans les conventions tripartites. Un sujet sur les carences. Le ministre a annoncé il y a quelques jours qu'il y avait 25% de baisse de carences en moyenne sur le territoire. Mais je pense que d'ici peu, on va nous dire que la carence, en termes de dépenses remboursables, a augmenté. Pourquoi? On est passé de 123 à 200 euros. Je ne suis pas mathématicien, hein, mais plus 64% d'un côté, moins 25% de la carence, ça fera forcément du plus. Il faut qu'on soit vigilant aussi sur ce qui va être affiché, sur ce taux de carence et sur ce nombre de carences en France. Eh ben, on va demander à votre voisin. Les chiffres, les coûts. Qu'est-ce que vous voyez, vous, à la CNAM, sur l'évolution par rapport à ce qui a été prévu, de ce que représentent ces carences, de ce que représentent leurs coûts et de ce que vous en analysez, nourri de ce qu'on vient de dire? J'en ai heureux de ne pas être dans les conventions tripartites. On laisse ces conventions à d'autres. Juste, je me permets, comme c'est la première fois que j'aborde le sujet TUPH, remercier les présidents là-dessus. On sait que c'était un énorme boulot et que cette réforme était un big bang, peut-être pas suffisamment anticipé de tous les côtés, y compris du nôtre. Remercier nos CEPAM aussi, comme on a réussi à verser des revenus minimums, des revenus complémentaires quand même dans les délais. Et aujourd'hui, la situation n'est pas idéale, vous avez raison, mais on a quand même un flux de versement qui est régulier. Donc je vais juste remercier les acteurs. On sait qu'il y a beaucoup de boulot et on rejoint l'idée qu'il faut que les éditeurs aussi vous aident à améliorer la complétude de ces dossiers, de ces fichiers Excel. Nous, derrière, côté CEPAM, il y a aussi un traitement très lourd, hein, des fichiers qui sont adressés. Et donc, du coup, on est tous gagnants là-dessus. Sur le modèle économique qui était votre question, on rejoint que sur les 6 premiers mois, nous, la baisse de l'activité, on ne la constate pas encore dans nos bases de données. Donc, évidemment, on écoute le terrain et on va suivre ça attentivement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas la valider par nos données, mais les 6 premiers mois ont énormément marché, même mieux, je pense, que les hypothèses qu'on avait tous posées. Ce qui fait que l'enveloppe, mais notre enveloppe à nous, TUPH, elle est supérieure aux enveloppes prévisionnelles, mais qui est un succès de la réforme. On n'est pas en train de dire que c'est pas bien. Il faut mettre ça au regard du baisse du taux de carence, et vous avez raison qu'il faudra faire attention le chiffre unitaire ayant augmenté. L'idée, c'est bien de le prendre en compte, mais d'en tenir compte pour ne pas avoir une analyse trop déformée sur le montant des carences. Je pense qu'il y a un enjeu, nous, quand on regarde l'analyse un petit peu départementale, et donc c'est assez, on voit des grosses différences, hein, y compris dans les versements de revenus complémentaires, y compris dans l'activité. Le ministère n'est pas là, mais il y a des sujets de sectorisation, et nous, côté Assurance Maladie, on veut que ce sujet soit posé, en tout cas que les ARS, avec vous, se repositionnent dessus. On a dans des régions trop de secteurs, on a trop de moyens postés, donc peut-être que c'était aussi le début de la réforme, mais en tout cas, voilà, on voit des différences très hétérogènes sur le territoire qui nous posent question. On est quand même hyper satisfait de cette réforme. Elle a été très portée par les partenaires conventionnels, et sans eux, on n'aurait pas réussi à l'amener à bout. Je sais que sur le terrain, ça a été très compliqué au début, et vous avez dû vous dire, cette réforme un peu nationale qui nous tombe dessus est très compliquée. Donc, nous, premier bilan satisfait. On attend de voir la fin d'année, voir ce que ça donne en termes de données. On sait qu'en termes de remontée de données, il faut améliorer le processus. Et il y aura, au regard de tous ces constats-là, une négociation peut-être sur les différents paramètres économiques du modèle. Alors, si on regarde, avant d'aller au déjeuner, un petit peu les feuilles de route de 24 que vous avez pensées un peu sur l'avenant 11, on retrouve un peu ce qu'on s'est dit un petit peu sur ces éléments. Est-ce que Maurice, il y a besoin de commenter spécifiquement un point là-dessus? Non, on a dit beaucoup de choses. Je pense que le rendez-vous, parmi les rendez-vous qui sont importants pour nous, cet enjeu de clause de revoyure, elle est importante. Et cette clause de revoyure, finalement, c'est aussi ce que dit Thibault, c'est-à-dire c'est de bien regarder qu'est-ce qui se passe dans le TUPH pour bien comprendre. On nous annonce des hausses, mais comme le dit très bien Vincent, il faut bien comprendre l'effet prix, l'effet volume de ce qu'on nous annonce. Parce que sinon, on risque de croire des choses alors que finalement, ce n'est pas ce qu'on voit. Et en même temps, la construction de cet avenant numéro 11, tous les acteurs l'ont dit, il y a bien sûr des choses qu'il faut qu'on améliore. Et en même temps, cette construction, elle s'est faite avec des partenaires responsables qui ont joué la transparence. Donc, on va continuer sur ce travail-là. Et ces étapes, et je reprends une parole, hein, on a dit à un moment, dans un avenant, on ne peut pas tout prévoir, tout écrire, sinon c'est des signatures qui durent sur des années. Il fallait aller vite, on est allé vite, et cet avenant prévoit effectivement plusieurs étapes,
elles sont importantes à franchir et elles vont être travaillées de la même façon, transparence, professionnalisme et surtout retour terrain, de telle façon à ce qu'on comprenne tout de suite ce qui se passe. Alors, il y a l'autre feuille de route, TUPH. Et ça, je pense qu'il y a un dernier sujet avant qu'on se quitte pour déjeuner. C'est peut-être le deuxième point, les 64 €. Voilà, c'est bien pour avant d'aller déjeuner, les 64 €. Donc, et Thibault, je me suis désolé, mais je reviens vers vous. En quoi ces 64 €, peut-être avant Thibault, Vincent, un mot, en quoi pour vous c'est un vrai enjeu? On en a parlé l'année dernière, calcul sur la base 2018-2019, il s'est passé un peu d'inflation depuis. Est-ce qu'il y a un enjeu vraiment critique sur la poursuite et la mobilisation autour de l'UPH sur ces 64 €? Je ne vais pas être Thierry et donner des images tout à l'heure, mais quand on, quand on voit les taux horaires pratiqués par les artisans, quand on fait intervenir dans nos maisons, et quand on regarde un 32 € de l'heure par ambulancier, encore une fois, pour sauver des vies, ça fait froid dans le dos. Le 64 €, il était là pour compenser un manque d'activité qui pourrait être criant sur des secteurs parce qu'on avait envie d'avoir une réponse homogène, opérationnelle, sur tous les territoires de France. Ce 64 € aujourd'hui, Thibault vient de le rappeler, aujourd'hui, il est donné à 80-90% parfois sur certains secteurs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'activité qui rémunère l'activité, c'est simplement le revenu complémentaire. Ce n'est pas comme ça qu'on l'a pensé. Aujourd'hui, on ne va pas refaire l'histoire de l'avenant 10, mais l'objectif, c'était vraiment un revenu complémentaire. Seulement aujourd'hui, seulement 20% de l'activité TUPH réalisée sur l'année 2022, seulement 20% est réalisée hors garde. Ça veut dire qu'on a une adéquation du secteur de garde, des moyens mobilisés, des moyens complémentaires pour répondre à la garde, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait prévu. Donc on a du travail. On a du travail dans nos ATSU, mais on veut aussi être entendu de nos instances pour organiser autrement. Pour faire le travail, il faut être financé. Pour être financé, il faut aussi du RMG. Bien entendu. Mais le RMG, il est là juste pour garantir le fait qu'on ne perd plus d'argent. On en a perdu assez depuis 2003. 2022, nouvelle réforme, nouvelle tarification. Enfin, on ne perd plus d'argent. Mais on a quand même envie d'en gagner un peu. On le verra peut-être avec Marc demain matin dans le cadre de l'Observatoire. On n'est pas à des marges qui correspondent à ce qu'on pourrait attendre pour investir, pour nos salariés, pour rémunérer nos salariés correctement. Aujourd'hui, le 64 €, il n'est plus en adéquation avec la mise à disposition des ambulanciers, du véhicule, des coûts de structure, parce que ça aussi, ça coûte. Et aujourd'hui, le 64 €, pas inflaté depuis 2018, parce que c'est quand même la valeur de référence, même si ça a été signé en 2020, c'est quand même sur des données de 2018, eh bien forcément, ce 64 €, il n'est pas à la hauteur. Alors Thibault, quelle analyse sur ce 64 € et quelle marge pour potentiellement le faire évoluer? J'aime bien l'idée de se dire que la réforme, elle ne doit pas être financée. Le revenu complémentaire, dans un monde idéal, mais il ne doit quasiment pas se déclencher. Et l'activité doit réussir à payer justement tout le travail que vous effectuez lors de ces transports. Donc aujourd'hui, on constate encore une fois dans certains territoires, il se déclenche beaucoup trop. J'ai envie de dire qu'il y a d'abord un travail sur la sectorisation à faire pour s'assurer et comprendre ces différences départementales. Honnêtement, j'ai plus les chiffres, je regarde mes collègues, mais ça peut aller de 1 à 100 dans ce qu'on verse quand même en revenus complémentaires, ça pose question. Une fois que cette sectorisation sera revue et qu'on aura peut-être une homogénéité un peu plus forte sur le territoire, on pourra rediscuter des paramètres économiques. Et désolé de finir par ça, mais on a une enveloppe aujourd'hui par rapport aux enveloppes qui a été négociée, mais parce que la réforme a marché, qui est de 100 millions d'euros de plus que ce qui avait été négocié avec les partenaires conventionnels. Ça fait combien de pourcentage de plus à peu près? Là, vous me posez une colle, mais c'était sur une enveloppe de 500, ouais, c'est ça, 22%, c'est ça. Donc c'est 22% supérieur à l'enveloppe. On ne dit pas que c'est anormal, on ne dit pas qu'on est content que cette réforme marche, mais trop d'incertitudes sur la sectorisation sur cette enveloppe pour se dire qu'on va aller toucher un des paramètres de l'équation beaucoup plus globale. Si on regarde l'enveloppe, oui. Si on regarde l'enveloppe, oui, le chiffre il est facial, mais en même temps, et c'est ce qu'on dit, et Thibault le sait,
il y a toute cette économie globale dont tu parlais, Jean-Luc, qui est là et qu'il faut remettre dans le modèle. Parce que forcément, quand c'est moi qui fais l'urgence, je suis beaucoup plus efficient que l'acteur pompier. Et d'ailleurs, Thibault le sait, et c'est dans un des relevés de conclusion du groupe de travail. Oui, si effectivement la dépense augmente, il faut la comprendre, mais en même temps, il faut regarder le périmètre dans sa globalité, parce que moi, j'ai des enjeux où effectivement, j'ai apporté de l'économie au système et de l'efficience. Oui, juste un point, parce que on avait mis dans les facteurs Clatussel le RMG par période de garde. Si Thibault dit qu'il aime bien l'idée sur rémunérer l'activité plutôt que du revenu complémentaire, eh bien aujourd'hui, le fait de ce RMG mensuel, eh bien ça veut dire que l'activité de jour va financer l'activité de nuit, parce que l'activité de nuit est forcément plus faible. Et donc on va aller ponctionner l'activité de jour pour financer la nuit. C'est plus entendable aujourd'hui. L'activité de nuit, on a mis à disposition des moyens, donc du véhicule, encore une fois des salariés, des ambulanciers formés, et eux, ils sont moins sortis. Et pourquoi le revenu complémentaire se déclenche aujourd'hui ? C'est un peu logique. Sauf qu'en journée, si jamais on dépasse ce revenu complémentaire et qu'on va aller ponctionner et qu'on va aller prendre sur ce revenu complémentaire pour compenser la nuit, ce n'est pas entendable, parce qu'on a déclenché des moyens, on a déclenché du consommable, de l'oxygène, des patchs DSA, j'en passe et des meilleurs. Eh bien forcément, ce RMG par période, on l'attend avec impatience. Et un dernier mot sur la feuille de route TUPH. Là encore, petit point avant d'aller déjeuner. Il y a tout de même une actualité, c'est que ces conventions tripartites, on a tout de même un deadline pour les signer ou pas les signer. Aujourd'hui, vos organisations disent quoi en termes de signature et vous dites quoi en termes, il faut les signer, pas les signer, on fait quoi par rapport à ça? Parce que tout de même, d'ici la fin d'année, faut faire quoi, ou pas? Ou pas, on est clair. Hein, ou pas. En clair, il faut faire ou pas. Si à un moment donné, toutes les conditions sont remplies pour effectivement une signature, je dirais, adéquate à tout ce qu'on vient de dire, hein, c'est clair, on signera. Mais si effectivement on vient nous opposer, et moi je suis très... Alors, j'ai fait un modèle, on est en Occitanie, j'ai fait un modèle Occitanie. Bien sûr, je considère aujourd'hui que le littoral n'a pas les mêmes besoins que effectivement l'ex-Midi-Pyrénées ou ne serait-ce que la Lozère, où un secteur d'intervention, c'est 40 km². Donc tout à l'heure, on parlait... Moi, je ne m'attache pas qu'au RMG, je m'attache à la structuration de la tarification dans son ensemble. On est bien clair, c'est tout qui doit évoluer. Et quand tu demandes effectivement les points sur lesquels ce que j'attends ou demain de la feuille de route, c'est celui-là. C'est qu'effectivement, on mette en adéquation ce que ça coûte, la marge nécessaire, et qu'ensuite la tarification soit adaptée. Mais pour revenir à ce que tu disais, il n'est pas question de signer aujourd'hui. Si dans les départements on nous oppose Matras en permanence et la juste loi Matras, sans que pour autant on ait son décret d'application actuellement, c'est hors de question de signer. Et je crois qu'aujourd'hui le ministère doit en être très conscient. Très conscient. Voilà, il faut qu'il nous aide là-dessus. Vincent ? Oui, ça a été rappelé à Marie Daudet, directrice de la DGOS, il y a quelques jours, devant ce qui se prépare dans les départements. Effectivement, le mot d'ordre de nos fédérations, c'est plutôt de ne pas signer. Il y a 3 axes dans la convention tripartite. L'arbre décisionnel, il faut être en phase avec ce qui va être écrit. C'est-à-dire que le départ réflexe, eh bien, il doit peut-être déboucher sur forcément une régulation médicale et qui va peut-être déclencher un ambulancier pour réaliser la mission de transport vers le plateau technique adapté. Donc l'arbre décisionnel, c'est le premier axe. Le deuxième axe, Jean-Luc l'a assez rappelé, c'est la définition de la carence telle qu'elle est définie dans notre décret, avec la reconnaissance par le coordonnateur ambulancier après un déclenchement d'une part de l'entreprise de garde, mais aussi d'au moins 2 entreprises en moyens complémentaires. Puis le troisième axe, c'est la jonction. Aujourd'hui, on sait que les pompiers sont plutôt centrés sur un territoire de santé. On sait qu'avec la réforme des plateaux techniques et la réforme de l'hôpital, pour un meilleur soin, on va souvent plus loin. Le vecteur ambulancier, c'est le vrai vecteur qui va pour le meilleur soin au meilleur endroit. Et donc, cette fonction des jonctions entre les SDIS et les ambulanciers, elle doit être développée dans cette tripartite. Donc, ces 3 axes-là, s'ils ne sont pas au rendez-vous, ne signez pas. Et c'est une vraie arme, j'ose utiliser ce mot-là, mais c'est une vraie arme pour les ambulanciers pour se faire reconnaître dans l'urgence. Donc, surtout, ne signez pas ce que vous n'avez pas envie de signer.
Sur ces beaux mots, on prendra les questions sur l'UPH demain, parce que demain matin, on a la DGOS qui est avec nous. Et la DGOS, c'est tout de même l'autre pièce du Pulse, et Thibault l'a rappelé, qu'elle est hyper importante. Donc nourrie, et vous serez là encore aussi demain, nourrie de ce qu'elle nous dira, on pourra vraiment discuter de ce qui s'ouvrira là-dessus. On va au déjeuner, on se retrouve à 14h30 pour la suite de nos échanges. Merci à vous et merci à tous les intervenants.